Salut Kevin, comment tu vas Kevin? Salut Cédric. Écoute, je vais très bien parce que je trouve qu'on a plutôt une bonne énergie. On vient de commencer d'échanger un petit peu, donc ça fait plaisir. Le grand sourire là pour lancer ce podcast, donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Je suis content de t'avoir Kevin parce que on va parler entrepreneuriat, business, croissance, mais surtout on va parler aussi processus et comment est-ce qu'on sécurise et on stabilise tout ça parce que et pourquoi je te dis que je suis content d'avoir parce que t'es un vrai entrepreneur avec une belle activité, un beau business, pas mal de clients que tu accompagnes et c'est super intéressant. Et moi-même, je traverse des phases en dents de scie, comme on discutait avant. Donc, ça va être super intéressant pour moi de ce podcast, mais surtout pour tous les entrepreneurs qui écoutent ces épisodes que je fais et qui aiment bien aussi voir un peu l'envers du décor. Tu sais, Hmm. et du coup, ça va être un super moment. Mais avant d'aller voir tous ces sujets, avant d'aller voir un petit peu ce que tu fais, comment tu le fais, c'est quoi pour ton entrepreneuriat, comment est-ce qu'on fait de la croissance, etc. Je te posais la même question que je pose à mes invités. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois? Ah, alors, bon, il était une fois l'histoire, c'est très intéressant. Il était une fois l'histoire d'un jeune garçon qui n'avait pas confiance en lui, qui était très introverti, qui était dans une grande douleur émotionnelle parce que, voilà, des traumas familiaux, de la pauvreté, j'ai vécu pas mal de choses assez compliquées quand même. J'en parle d'ailleurs dans d'autres podcasts, un peu plus en détail. Vraiment vie catastrophique, mais qui veut pas lâcher. Qui veut pas lâcher et qui comprend qu'en fait personne ne viendra le sauver. Qui pendant son adolescence principalement comprend que personne ne viendra le sauver, que je suis le plus, qui était le plus grand de sa famille, donc il y avait aussi le frère, la sœur, il fallait donner un bon modèle avec sa mère qui est célibataire et le père qui n'est pas là. Donc ça a été une traversée du désert et puis bah, qui continue, qui se dépasse chaque jour et puis qui au bout d'un moment lance un projet, deux projets, qui a de- un nombre d'échecs incalculable et qui finit aujourd'hui par avoir une boîte. C'est-à-dire que j'ai une entreprise, j'ai monté d'autres entreprises avant et qui, bah, on en parlait juste avant de l'âge, j'ai 31 ans du coup, je viens de Le Creusot, d'accord, donc paumé au fin fond du centre de la France. Et globalement, bah, et j'ai accompli à peu près tous les rêves que j'avais quand j'avais 14 ans, que j'étais ado et que j'étais vraiment en galère. On pourra en parler, mais avant d'être entrepreneur, j'étais danseur à haut niveau, j'ai gagné plein de compétitions, j'ai aussi eu un parcours dans l'informatique. Enfin, voilà, je vais essayer de rester, de garder les choses simples pour le podcast. Et aujourd'hui, bah, voilà, j'ai une entreprise. On était cinq, là finalement on est trois. J'ai réduit un peu la taille de l'équipe pour simplifier. J'ai aidé mon frère à lancer sa boîte. Maintenant, il gagne plus que moi. Ça, c'est rigolo, Ouais. donc c'est assez drôle. Et il a 19 ans, j'ai oublié de préciser. Donc, c'est un tueur. Et ma sœur qui se lance aussi dedans. Enfin, je suis super fier de mes frangins. Et voilà, je bosse avec des gens super cool que j'ai rencontrés sur Internet, il faut Mhm. préciser, des gens à qui j'ai fait confiance. On a discuté, on s'est vu en présentiel, c'est devenu de super amis, on a vécu des trucs incroyables, on a été à l'étranger et tout, donc voilà, j'essaie de faire court. Merci. C'est vrai que sur Internet, on rencontre de belles personnes. En tout cas, on fait des belles rencontres. C'était Ouais. quoi les rêves du jeune Kevin à 14 ans? Alors, les rêves, il y en avait plusieurs. Le plus grand, c'était d'avoir de la reconnaissance, parce que j'ai pas eu la reconnaissance de mon père, j'ai fait toute une thérapie dessus. Et c'était d'avoir de la reconnaissance, c'était d'être visible, qu'on me donne de l'attention, pas dans le sens je voulais briller sous les projecteurs, je voulais juste qu'on reconnaisse que j'étais quelqu'un d'utile à la société, que je pouvais avoir ma valeur et que j'avais une place en fait. Donc cette place-là, j'ai trouvé à travers la danse. J'étais pas du tout sportif et je trouvais à travers la danse, donc je me suis lancé sur Internet dans 5 mètres carrés dans ma chambre parce qu'on n'avait pas de sous, donc moi je pouvais pas me payer de cours de danse. J'ai suivi des tutos sur YouTube. Et j'ai commencé à faire des battles, donc c'était sur Internet. Après, j'ai commencé à me déplacer un peu à l'étranger. J'étais en Ukraine, en Pologne, en Allemagne, Ah ouais. et j'étais au Canada aussi, et à New York. Donc c'était très cool. Beaucoup de battles, et j'ai commencé à gagner la plupart des compétitions, hein. Vous pouvez regarder, vous pouvez taper Kevin Martinelli sur Google. Vous avez un lien qui s'appelle théâtrecontemporain.com. Il y a toute ma biographie en danse, et j'ai une partie sur l'entrepreneuriat. Et bah, le rêve, c'était ça, en fait. C'était vraiment de voir grand. Il y avait évidemment d'autres rêves que la plupart des gens qui ont regardé ce podcast peuvent avoir, comme la plupart des gens, c'est-à-dire un désir de liberté, de gagner de l'argent pour mettre les personnes à l'abri, de faire plaisir à ses proches. Mais ça restait comme à l'époque secondaire, parce que c'était surtout compenser une douleur émotionnelle de l'enfance, un trauma. Donc voilà, globalement. C'était quoi comme type de danse du coup? Alors, c'est une danse qui est assez méconnue, qui s'appelle du jump style, qui est une Ok. danse assez active, on va dire.
Et une deuxième danse s'appelait du shuffle, donc qui est devenu un peu plus mainstream. Il y a des vidéos qui ont fait des millions de vues dessus. Donc voilà, pas mal de compétitions là-dedans. J'irai voir. Et qu'est-ce qui a fait que c'est plus le cas aujourd'hui? Alors, je fais toujours de la danse, Ok. plus par plaisir personnel, parce que j'ai été professionnel aussi dedans, donc j'étais payé entre 1500 et 3000 euros par mois pour faire le tour du monde avec mes potes et danser dans plein de pays. Donc on a fait plus de 300 spectacles, on a rencontré plus de 5000 personnes en atelier, en présentiel. Ok. C'était vraiment une dinguerie. Mais c'était un kiff. Mais à côté de ça, moi, je montais déjà des projets entrepreneuriaux. J'avais déjà monté une équipe de danse qui était internationale, qui était dans 12 pays, qui s'appelait à l'époque World Stylers. On avait une équipe locale par pays. J'avais déjà appris déjà à scaler de l'humain. Bon, spoiler, c'était un échec complet. Parce qu'il faut, enfin, on est monté à 90 personnes, on est descendu à 15 personnes parce que bah, une expérience complète maintenant. Donc il y a déjà la première expérience de scaling. Et, euh, et puis après, bah, quand tu as fait un peu le tour d'un domaine, par exemple toi Cédric, je sais pas, tu as peut-être des trucs aussi que tu fais à côté, bah, quand tu as un peu visité tout un sujet, que tu commences à t'ennuyer, bon, tu te dis, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Donc, moi, l'entrepreneuriat, c'était le truc qui me faisait kiffer, quoi. Donc, Hmm. j'ai pivoté dessus vers 2018-2019. Et c'est en 2021 que j'ai concrétisé ma deuxième boîte qui s'appelle The Machine, du coup. Euh, mais ça, on pourra en parler après. Ouais. Avec plaisir. C'est marrant parce que très rapidement et très spontanément, tu parles de douleur émotionnelle, de trauma, de reconnaissance que tu as pas eu avec ton papa, C'est notamment. ça. Ouais, l'impression que j'en ai, c'est qu'aujourd'hui, tu as travaillé dessus et c'est quelque chose sur lequel tu es plutôt à l'aise pour en parler, voire même tu arrives à t'appuyer dessus. Comment tu vis ça aujourd'hui quand tu en parles? Qu'est-ce que tu ressens et en quoi ça t'aide aujourd'hui dans ta vie de tous les jours en tant que personne et professionnel? Alors, c'est assez marrant. Donc, je me suis beaucoup fait accompagner dessus. J'ai Ok. dépensé beaucoup d'argent. Donc, j'ai fait des thérapies, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du coaching, j'ai fait plein de formats différents qui m'a énormément aidé. Je pense que c'était vraiment le 20-80 qui m'a permis d'évoluer par rapport à tous les coachings business. Hmm. Donc, je suis très aligné avec ça. J'ai fait la paix complètement avec ça. J'ai été voir mon père. Je lui ai dit je t'aime. Je lui ai dit que je m'excusais, que je l'excusais aussi. Ça ne veut pas dire qu'on oublie certaines choses qui se sont passées. Ça veut dire que juste on fait la paix pour soi avant tout. Donc, c'était tout un travail qui fait qu'aujourd'hui, je suis aligné avec ça. C'est quelqu'un que je ne vois plus, avec le fait que je ne suis plus aligné de le côtoyer, mais j'ai fait la paix avec ça. Donc, ce qui me permet déjà d'avancer dans ma vie personnelle et professionnelle. Et Sam Ovens, qui est un très grand entrepreneur, disait on n'a pas de problème dans son business, on n'a que des problèmes personnels qui se reflètent dans notre business. Donc, c'est tout à fait le Hmm. cas. Et il y a un point très important, c'est le moteur. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait une mauvaise énergie. En gros, mon moteur d'entrepreneuriat et de succès, ça a été ces problèmes de famille. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on résout ces problèmes de famille, bah, le moteur qui faisait avancer la machine, c'était cette douleur-là. Mais quand cette douleur-là n'est plus présente, bah, vous perdez en motivation, vous perdez en focus, en discipline. Et c'est là que j'ai compris que j'avais le mauvais moteur entrepreneurial, d'accord, qui était juste de la douleur. Et qu'une fois que j'avais résolu cette douleur, bah, j'avais plus de moteur. Donc je suis passé par une phase à vide, donc j'ai fait un burn-out qui était plus genre une fatigue émotionnelle, d'accord? Donc j'ai pris le temps de me refocus, de me remettre mon énergie en avant, refait du sport, etc. Et j'ai trouvé de nouveaux focus. Donc voilà. Ouais, ce que tu évoques, enfin, ce que tu parles, ça évoque beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a tendance souvent à se lancer euh, enfin, l'énergie, elle est plutôt contre quelque chose et pas pour Voilà, quelque chose. tu as tout compris. Et c'est vrai que ce contre quelque chose, au début, pour le coup, il aide bien parce qu'il y a une forme de rage, une forme de colère, Tout à il fait. y a un feu intérieur, mais en fait, très vite, il se tarit. Et puis, au bout d'un moment, comme tu l'as dit, il y a une fatigue émotionnelle qui peut arriver très vite. C'est quoi qui a, parmi tout ce que tu as fait, et pour quelqu'un, enfin, t'as 31 ans, comme on disait avant, moi j'en ai 40, hein, je suis vieux. Mais à 31 ans, je trouve que tu es très mature. Alors, je sais pas si à quel âge on parle encore de maturité, mais enfin, tu parles Ouais. de thérapie, tu parles de plein de choses. Qu'est-ce qui a vraiment, chez toi, dans ton parcours, donné le déclic pour passer du contre au pour, justement? Ok. Je pense que c'est vraiment l'adolescence. C'est-à-dire que l'adolescence, je vivais dans une réalité alternative. En Ok. gros, je voyais des gens autour de moi qui avaient une famille normale, qui faisaient des sorties, qui profitaient vraiment d'un cadre normal, et ce cadre normal n'existait pas chez moi. J'avais des parents alcooliques, ma mère n'était pas réellement très présente pendant un temps. J'ai mon frère et ma sœur, bah, par exemple, ma sœur, je lui ai appris à compter à l'école parce qu'elle était en échec scolaire pendant un moment. Donc, j'ai eu un rôle d'adulte en étant adolescent. J'ai commencé à prendre conscience de certaines choses. Je me rendais compte que j'allais vers des personnes qui étaient plus matures que moi, peut-être parce que j'essayais de capter, on va dire, de la maturité d'un adulte pour le retransvaser dans ma vie familiale.
et que très vite, j'étais très mature. Alors, ça ne veut pas dire que je négligeais mon adolescence et que je ne profitais pas pour jouer avec les copains, etc. J'étais un gros, enfin, je suis toujours un joueur de jeux vidéo, par exemple. Mais j'ai compris qu'il fallait que personne n'allait me sauver et que si je me bougeais pas les fesses, en fait, j'aurais pas d'avance sur les autres. Et que les autres partaient avec de l'avance. Ils avaient situation familiale, situation économique, situation émotionnelle, que moi, je n'avais pas. Donc, c'était vraiment de la survie, je vais le dire hein, clairement. C'était de la survie sur tous les plans et qui a fait que vers mes 14-15 ans, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés. Je ne pourrais pas en déterminer un. Et tout ça, ça a créé un peu comme en trading, mon investissement, ça crée un effet de compounding, c'est-à-dire que très tôt, je m'intéresse à des sujets, développement personnel, je fais ma première thérapie à 17 ans. Et au fur et à mesure que je fais ça, j'arrive à 30 ans et j'ai des gens, par exemple, que je connais de mon réseau, qui arrivent à 30 ans et qui n'ont même pas encore commencé le travail que moi j'ai fait à partir de Hmm. 17 ans. Ouais, c'est Donc clair. je vois l'effet de compounding que ça a fait, quoi. Et thérapie, c'est toi qui as choisi tout seul? Alors, c'est ma mère à l'époque qui m'a proposé de le faire et j'ai accepté et j'ai continué. C'est-à-dire que là, moi, j'ai dépensé avec mon ancien associé plus de. Il faut que je refasse les comptes parce que ça dépend en plus si on parle que de la partie thérapie ou business, mais j'ai dépensé plus de 100 000 euros. En thérapie? Peut-être en Enfin, 103 000, je crois, de tête. Il faut que je recalcule ce qu'on. Alors, pas qu'en thérapie, en business. Sur la partie thérapie, je ne sais plus, j'ai dépensé tellement d'argent, mais ça m'a énormément aidé. C'était à refaire, je le referais plus vite encore. ah Et ouais. moi, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, comme j'étais broke pendant des années, qu'il a fallu bosser, faire un échange de services avec un tel, faire un petit boulot là, je bossais à l'usine, je fais du taf, quoi. C'est le mindset a l'air vraiment d'avoir une place importante chez toi et Ouais, enfin la manière dont tu parles et tu t'exprimes, je vois tout de suite il y a un certain niveau de mindset en tout cas. Et derrière le mot mindset, on met ce qu'on veut, mais moi, on va dire la posture, en tout cas l'état d'esprit, la volonté d'avancer, la volonté d'agir, etc. C'est quoi pour toi l'importance? Et tu as dit d'ailleurs, d'ailleurs, tu as parlé d'ailleurs de 20-80, le côté Pareto ouais. là-dessus. C'est quoi l'importance pour toi du mindset dans le business, dans l'entrepreneuriat, tout ça? Ok. Alors, j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps là-dessus avec quelqu'un. Et je disais justement que le mindset, c'est un peu fourre-tout parce que c'est à la fois très bullshit et à la fois absolument nécessaire. C'est-à-dire Ouais. bullshit dans le sens, levez-vous à 5 heures du matin, faites une douche froide et 2 heures de méditation. Ça, faites-le si ça vous permet d'avancer sur quelque chose, mais généralement, ça vous met plus. C'est plus en fait une machine à burn-out et aussi à éviter les vraies tâches, d'accord? Parce qu'on oublie que les gens qui sont successful, ils ont juste bossé énormément. Mais en même temps, c'est absolument nécessaire parce que moi, je le vois au quotidien avec les clients, avec des gens que je rencontre, même dans la performance, dans la danse, hein, j'ai fait énormément de compétitions à haut niveau. Vraiment, la différence Mm. entre celui qui réussit pas, évidemment, il y a la condition physique, il y a plein de choses, c'est tout simplement le mindset. Le mec, est-ce qu'il vient avec le bon état d'esprit? Est-ce qu'il est coachable? Est-ce qu'il sait mettre son ego de côté? Est-ce qu'il sait s'auto-introspecter, un peu comme s'il sortait de son corps pour regarder vraiment factuellement qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il y a une immensité de compétences à développer. Donc pour moi, c'est absolument essentiel. Peu importe le domaine, hein, les gens qui regardent ça, même dans la vie familiale, votre couple, n'importe où, c'est avoir ce niveau de leadership et de conscience de soi, de développement personnel est absolument critique. Ouais, je partage à 3000. C'est quoi quelqu'un de coachable pour toi? Ou alors, quelqu'un de coachable, Attends, on va la faire à l'envers, tiens. C'est quoi ouais, quelqu'un qui n'est pas coachable? Parce que ça, quelqu'un qui n'est c'est pas plus drôle coachable. encore. Quelqu'un qui n'est pas coachable, c'est simple, il y a un excellent livre là-dessus qui s'appelle L'ego et l'ennemi. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a, il suffit de regarder les petites phrases. Oui, mais, Ouais. oui, je sais. Bon, ok, tu sais, mais tu n'as pas les résultats que tu attends, et c'est pour ça que tu es aujourd'hui dans ce rendez-vous avec moi, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment le oui, je sais, oui, mais j'ai déjà fait, ce genre de petites choses-là qui sont juste une preuve d'ego. Euh, il y a aussi beaucoup le déni, je trouve, le déni dans le sens où, au fond de toi, inconsciemment, tu sais pertinemment que c'est pas la bonne chose pour toi, mais tu continues consciemment de faire la chose, et le temps ne te donne pas raison. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, tu te réveilles, tu te dis, bon, là, les faits me montrent que j'ai tort. Tu vois. Et tu finis avec du temps, mais tu perds du temps, et le temps, c'est une ressource qui ne revient pas. Hmm. Donc tu finis par te mettre face à la réalité des choses. Alors que si tu avais été un peu plus coachable et tu mis un peu plus d'ego de côté, peut-être qu'au bout d'une semaine, tu aurais changé d'avis. Parce que là, on voit clairement que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai pas de définition propre de ce pour répondre à ta question. C'est plus des petits signes aussi, des incohérences au quotidien. Quelqu'un qui te dit, prenons un exemple qui va faire rire certaines personnes, vu qu'on parle d'entrepreneuriat. Ok, je gagne 100K par mois. Enfin, on voit toutes ces pubs-là sur Internet. Bon, moi, j'ai vu l'envers du décor. Il y a une infinité de personnes qui gagnent ces montants-là. En fait, le mec fait 100K,
mais il a dépensé 50K en publicité, il a que 10% de marge, et puis il va avoir 15% d'échec de paiement. Et il l'a fait qu'une fois en plus. Ouais, c'est Et ça. c'est des revenus bruts et ça ne compte pas encore toutes les taxes. Donc en fait, le mec s'est payé 2000 balles, quoi. Donc ça, c'est de l'ego, c'est du prestige. Et je veux montrer mon ego et j'ai un besoin de supériorité sur l'autre. Donc, Hmm. voilà. Ou c'est du marketing aussi. Bref, C'est beaucoup de marketing, ouais, c'est sûr. marketing. Et c'est une biais d'autorité, hein. Et Ouais. comment toi tu gères des personnes qui, dans tes accompagnements, dans tes clients, pardon, qui sont pas coachables, ou en tout cas qui font, si c'est pas coachable, en tout cas qui ont des formes de freins, de résistance psychologique ou émotionnelle au changement, parce que Ok. c'est souvent ça aussi, c'est en mode j'ai Tout à pas fait. envie parce que je veux pas y croire, parce que si j'y crois, t'avais raison en fait, et moi j'ai tort. Il y a un peu de ça aussi, tu sais. C'est exactement ça. Bah, j'ai appris de nombreuses choses là-dessus. Déjà, s'il arrive dans l'accompagnement, enfin, plus sur un format coaching personnalisé, un peu comme toi tu peux faire aussi. Si la personne, elle est dans ton accompagnement, par exemple, depuis 2, 3 semaines et qu'elle a vraiment un énorme ego et qu'elle est vraiment pas coachable, c'est qu'il y a eu un problème au niveau du closing, au niveau de la vente. Donc, nous, en fait, on filtre déjà dès le closing. On a très peu de personnes qu'on onboard maintenant qui ont vraiment un gros ego. La plupart des gens sont ultra coachables parce que ça a été prédémonté en le closing. Moi, ça m'est arrivé de refuser des gens qui voulaient me payer Ok, entre 3500 et 7500 euros. Et j'ai dit non parce que le mec a un ego surdimensionné. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 3 semaines, un organisme de formation. Le mec a tout fait, a tout vu, il cherche une solution. Je dis, écoute, t'as pas du tout le bon état d'esprit. Je vais être un peu vulgaire, mais je rentre dedans pendant 30 minutes parce que j'ai pas de problème avec ça pour lui faire comprendre que c'est que son ego. Et le mec, je lui dis de pas démarrer avec moi, en fait. Parce que la ouais. seule chose qu'il va faire, c'est pas avoir de résultat, parce que de toute manière, il a tout compris, il sait tout faire. Donc Hmm, autant qu'il le fasse seul, en fait. hmm, Donc, la réponse se trouve vraiment. Alors, je vais parler plus hmm. sur la partie business. La réponse se trouve vraiment dans le closing, en fait, dans la manière de closer, de remettre en perspective et de briser un peu les croyances de la personne, quoi. Ouais, donc tu fais vraiment ce premier filtre. L'expérience que tu as te permet aujourd'hui d'avoir découpé tous tes processus et d'avoir mis en place des filtres ou des éléments qui te permettent de te dire, ok, Exactement. là on va pas plus loin, quoi. Ça va être intéressant. On ira voir ça après un peu comment toi Mm. comment t'as mis en place toutes ces choses-là parce que c'est hyper important de se structurer pour justement faire ce que tu es en train de faire. Euh, avant ça, tu disais, tu as parlé de simplifier aussi à plusieurs reprises. En quoi c'est important la simplicité ou simplifier les choses dans le business? Ok. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup, qui est en anglais, donc c'est simplicity scale, donc la simplicité fait croître d'une certaine manière, Ok. et complexity fails, donc la Hmm. complexité nous met en échec. Et je l'ai expérimenté de nombreuses fois. Donc la simplicité fait que si vous êtes en haut de la pyramide en tant que CEO, vous pouvez communiquer aux échelons en bas, d'accord, simplement les choses. Un enfant de 5 ans peut comprendre un concept, d'accord? Ce Hmm. qui veut dire que si les choses sont simples, elles circulent rapidement. Et donc, du coup, les actions ensuite qu'on met en place sont extrêmement claires. On sait pourquoi on fait une action, on sait comment on l'a fait et on sait quel est le résultat attendu. Donc, à partir de ce constat-là, la boîte peut fonctionner plus vite, prendre plus de volume. Donc, on peut avoir plus de clients, on peut faire plus de tâches, on peut faire plus de. D'accord? Et donc, ça permet de scaler. Alors, il y a ce terme qu'on voit partout, qui est mettre à l'échelle, donc avoir plus de revenus avec des coûts fixes justement, qui restent fixes ou qui décroît en fonction du nombre de livraisons de clients. Donc, ouais, la simplicité est vraiment essentielle. Des fois, le bon sens paysan, en fait, est vraiment nécessaire. Euh, Moi, c'est un truc que constate au quotidien avec mes clients. Et ceux qui sont le plus en galère, même certaines personnes connues que vous suivez sur YouTube, l'arrière de leur business, c'est le foutoir. Et en fait, si c'était Hmm. simplifié, c'est pour ça aussi des fois qu'on nous appelle, nous, mais aussi des concurrents, d'autres personnes. Quand on simplifie, bizarrement, bah, de toute façon, il suffit de regarder votre maison, hein, enfin, on construit une maison simple. euh, bon, bah, c'est plus facile, ça coûte moins cher potentiellement, c'est moins de difficultés. Si vous commencez à avoir un truc trop complexe, il faut prendre plus de data en compte, il faut prendre plus j'avais le terme, mais je l'ai plus, il m'est parti, mais de risque potentiel. Ouais, D'accord? ouais. Là, bon, ça peut sembler un peu abstrait, mais je pense que les gens comprendront l'image. Non, Donc, c'est ouais, clair. voilà. Moi, ça me parle, hein. Alors, la simplicité, c'est même presque un élément de langage chez moi. C'est un élément de Mm, marketing parce que mm, c'est quelque chose qui est très important chez moi et c'est comme ça que j'accompagne les personnes. mm. Et je parle beaucoup de simplicité. Je peux Parfois, faire. parfois à outrance parce que j'aime les choses simples et parce que j'ai effectivement compris que ça marchait. Et c'est comme C'est ça que je vois ça. que ça marche chez les personnes que j'accompagne, hein. On Parce m'entend. que c'est vrai que la tendance dans le business, en tout cas à mon niveau, dans tout ce qui est
soloprenariat, sur le service du coaching, c'est de Mhm. vouloir complexifier les choses avec, voilà, avec des tunnels, des process, etc., qui sont nécessaires à un moment donné, évidemment, pour aller plus loin. À un moment donné, comme tu l'as Mais dit. voilà, mais au départ, tant que tu t'es pas, je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est ce que je leur dis souvent, c'est tant que tu t'es pas massivement confronté au marché et qu'il te connaît pas et que tu le connais pas, cherche pas à faire des choses. Déjà, va te tester toi en tant que personne et va apprendre. Amen. Mais Amen. c'est dur ça, je sais pas ce que t'en penses. Alors peut-être toi tu accompagnes des gens qui sont au-dessus, donc enfin sur des business intermédiaires ou avancés, mais je trouve que, et même à ce niveau-là, je pense que tu dois avoir des personnes qui ont quand même encore du mal à se confronter à la réalité. Enfin j'imagine, je sais pas ce que t'en penses toi là-dessus. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, là, j'ai des clients en tête. Typiquement, bah, eux, la problématique qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ne se confrontent pas à la réalité de leur équipe. Ouais, ouais, D'accord? bah voilà, ouais, ok, ok. La personne est déconnectée, donc le leadership n'est pas présent. Du coup, la vision ne suit pas, les actions ne suivent pas. On tolère de la médiocrité. Du Hmm. coup, l'équipe ne performe pas et l'entreprise soit décroît, soit stagne. D'accord? Bon, moi, Ouais. en tête, j'ai plus le fait qu'on stagne jamais. C'est soit on croît, soit on décroît. La personne tendance à faire décroître son entreprise. Et là, généralement, bah, c'est des limites. Le CEO est est la principale contrainte de son entreprise. Parce que bah, il a décidé d'adapter cette posture, enfin, de prendre cette posture-là, de rester dans certaines croyances, de rester dans son identité actuelle qui n'est pas celle qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Et bah, il est la propre contrainte de son entreprise, en fait. Donc, oui. Ouais, complètement. J'aime bien le terme identité que tu emploies. C'est quoi, toi, c'est quoi l'identité que tu as envie de nourrir, celle que tu veux devenir? Alors, l'identité. Alors, je verrais ça légèrement différemment. C'est Ok, l'identité que j'ai besoin de développer pour l'aligner avec mes objectifs. ok. Là, par exemple, l'identité que j'ai une certaine identité actuellement. D'accord? Je ne vais pas revenir dessus, mais globalement, voilà, je sais que j'ai quelqu'un qui est très proactif, beaucoup de leadership, très structuré, etc. Mais pour passer au niveau supérieur, je vais avoir besoin de passer sur un autre format. Cette nouvelle identité va me demander de plus donner au marché, de plus documenter publiquement ce que je fais. C'est pour ça qu'on en parlait au début de la vidéo. Je vais donner plus de contenu gratuit, d'accord? Parce que on va dire que dans un cercle fermé d'entrepreneurs, je vais avoir beaucoup de valeur, je vais porter beaucoup de valeur, et je vais closer pas mal de clients. Mais à l'échelle du monde, je ne partage pas assez de valeur. Donc ma nouvelle identité, c'est de construire celui d'un documentaliste, d'un créateur de contenu qui partage plus son expertise au monde entier et d'apporter plus de volume surtout. C'est pas est-ce que je fais une vidéo par semaine sur YouTube, c'est comment est-ce que j'en fais 5 par semaine et que je poste 3 à 6 fois par jour sur tous les réseaux sociaux possibles. D'accord? Ou alors Ok, sur un réseau social si on préfère choisir un seul réseau social. C'est un autre débat. Donc ouais, ça va me demander de nouvelles actions qui vont être alignées avec une nouvelle identité. ok. Ouais, c'est intéressant. Comment est-ce que tu te prépares à déployer autant d'énergie pour passer d'un content, on va dire, enfin voilà, carrément, du contenu Ouais, je vois ce que tu veux vraiment, dire. enfin tu vois, tu avais une manière de faire, enfin, C'est ça. et puis d'un coup tu vas devoir tripler, si ce n'est plus ta manière de, je sais Ok. pas les mots, mais t'as compris J'ai tout à fait compris ce que tu comment tu voulais dire. prépares ça? Tu t'entoures de personnes, de professionnels ou c'est vraiment identité? Alors, j'ai remarqué, ben justement, vu que je suis dans les process aussi, j'ai remarqué un process qui est récurrent depuis que je fais de la danse. C'est que je conscientise, je mets de l'intention sur ce que je veux, je le note quelque part. Donc, par exemple, je fais un petit débrief, je me dis, ah tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ça sur les prochains mois? Ah tiens, il faudrait que je fasse ça. D'accord. Ah tiens, ça va me permettre de faire ça. OK. Donc, en fait, je visualise mon objectif. À l'envers, je décompose des étapes. Donc, par exemple, si, un truc con, tu veux faire 100 cas 100 cas par mois, bah, combien il te faut d'appels, combien il te faut de leads, combien il te faut de closing, combien il te faut de cash, etc. Bref. Donc, tu fais ça, tu prends ton objectif et tu le prends à l'envers. Et après, je vais passer par une phase où est-ce que je vais travailler sur l'inconscient. Donc, par exemple, bah, là, avant que je déménage, parce que là, j'ai déménagé, sur mon mur sur la droite, j'avais des feuilles où je notais les choses. Par exemple, pour faire 100 cas par mois, il faut faire ça. Pour mieux manger, mieux dormir, il faut faire ça. Je le notais également sur mon fond d'écran de téléphone et mon fond d'écran de PC. Donc, je mettais des textes, d'accord, des très courts, avec les mots-clés qui me faisaient penser à cet objectif. Les mots de passe aussi, les mots de passe de certains sites. Ah ouais, Donc, ça excellent. allait loin parce que ça influence l'inconscient. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, le cerveau le filtre et le passe dans l'inconscient. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est une phase de construction. Phase de construction, c'est j'identifie quelles sont les micro-tâches à faire et je me concentre sur construire. Donc, pour nous, on a un principe chez nous dans notre boîte, c'est construire est supérieur à vendre. Vendre, c'est Mhm. bien. Par exemple, on voit plein d'influenceurs, typiquement comment il s'appelle? J'ai plus son nom. Antoine Blanco. Ouais, Bon, je vois. Antoine Blanco, il s'est focus sur vendre, 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 vendre l'opportunité.
on voit que son chiffre d'affaires diminue et que son succès client est vraiment pas ouf. Parce que derrière, il n'a pas compris qu'il fallait qu'il build déjà un produit qui soit excellent. Alors oui, son produit va se construire au fur et à mesure des ventes, bien sûr, j'entendrai cet argument. Mais nous, on a vraiment le truc de build. Donc, on build, par exemple, toute l'infrastructure qui va nous permettre de faire x10 sur notre volume de contenu. Donc, ça passe par structurer, OK, qui est responsable de quel contenu, quel est le process créatif, comment est-ce qu'on valide le contenu pour qu'il soit aligné avec la brand et puis nos messages marketing, qui le distribue, sur quelle plateforme, à quelle heure, bref, tous les trucs. Donc, il y a une phase de build. Et ensuite, il y a une phase de testing. Donc, on teste. On teste est-ce que l'hypothèse est bonne. On teste, OK. Il y a une phase d'itération, est-ce qu'on revient en arrière pour corriger les éventuels problèmes. D'accord? Par exemple, on s'est rendu compte qu'on est souvent bloqué sur X, mais sur LinkedIn, ça fonctionne bien. OK, bon, on va faire peut-être un peu plus de messages sur LinkedIn et X, on va peut-être moins poster sur Twitter, du coup. Et après, c'est du scaling, c'est-à-dire qu'on fait 10 fois plus de ce qui fonctionne. Donc, Hmm. on identifie ce qui fonctionne et on fait 10 fois plus de ça et on ne réfléchit pas, juste on fait. Mais dans tout ce process-là, il y a toujours une chose qui revient, c'est l'action sans réfléchir. L'action est supérieure à la pensée. Donc, je fais sans réfléchir, je débranche le mental, je fais, et le marché me donnera le feedback et je pourrai itérer par rapport à ça. Ouais, si tant est que tu arrives à analyser ce que te renvoie le marché, ce qui est pas évident aussi. Tu le Ouais. fais, tu dis on souvent. Aujourd'hui, dans ton équipe, il y a qui dans ton équipe et comment tu t'entoures? Alors, nous, pour l'instant, on était 5 Ouais, avant. bah J'ai ça te remanié un fera. peu l'équipe. Donc, on va dire que le noyau dur, on est 3. Mais Ouais. j'ai 2 personnes supplémentaires. Donc, actuellement, j'ai Guillaume Bilk, qui a une personne avec qui je travaille depuis 6 ans. Donc, il a travaillé sur 2 de mes entreprises. Et lui, il va s'occuper de la livraison client sur la partie acquisition et closing. Un peu de copywriting, marketing, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de compétences, qui est très, très fort dans ce qu'il fait, qui a beaucoup investi sur lui. Donc, lui, il va m'aider sur la livraison client. Mais je l'inclus aussi les décisions, parce que je ne veux pas absolument prendre des décisions seul. Je veux avoir le retour des personnes autour de moi. Parce que quand on est dans notre bulle, on ne voit pas forcément. Il y a des choses qu'on se dit, OK, c'est bon, c'est good. Mais en fait, les autres autour de nous voient des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'on peut avoir certains biais. Donc, c'est super important de prendre le feedback des autres. Un bon leader, c'est prendre le feedback des autres. Donc, je prends le feedback de Guillaume. J'ai Anso, donc lui qui est un commercial. Pareil, je prends son feedback. Et c'est pas parce que c'est un commercial qu'il n'a pas son mot à dire sur certaines choses. Je l'inclus par exemple dans les réunions de livraison client pour qu'ils comprennent, OK, grâce à moi, on a closé tel client. Bah, où en est ce client 3 mois après? Ouais. Donc, il voit l'évolution. Donc, ça crée de la certitude chez lui. Et cette certitude fait qu'il a plus de conviction pour vendre. Hmm. Intéressant ça. Donc ça, c'est super important. Et après, on a 2 autres personnes. On a Charline, vous pouvez regarder sur son Instagram, c'est Charline Inspiration, qui, elle, fait du typage de personnalité. Donc on étudie la personnalité du dirigeant qui nous rejoint pour ensuite adapter un peu la roadmap. Si on voit qu'il est plus sur ce type de personnalité-là, bah ça va plus lui convenir. Par exemple, s'il a un peu plus de peur sur la vente, naturellement, bah, on va peut-être mettre les coachings sur la vente en premier, d'accord? Pour avoir un effet de compounding très important et débloquer la vente. Et après, on a une autre personne qui est sur la création de contenu, donc Francky, qui lui est un tueur en contenu. Euh, ouais, ils mettent beaucoup sur le montage et tout, pour les publicités. Ouais, C'est important aujourd'hui, contenu. Enfin, faut avoir quelqu'un de bon avec soi, je pense, hein. c'est nécessaire. Ouais. Parle-nous un peu de The Machine. Pourquoi The Machine? C'est marrant ça. Ouais, C'est un terme. Je trouve que c'est un terme. Alors, je te dis, je ressens en t'écoutant de la sensibilité. Tu vois, quelqu'un alors je dis pas que The Machine n'est pas sensible, mais il y a un côté, je oui. peux presque contradictoire avec ce que tu renvoies. Je me permets, et encore une fois, Ah, c'est mais l'interprétation. t'es pas le premier à me le dire. T'es pas le Ouais? premier. Alors, les gens qui me voient en présentiel, en fait, quand je suis dans mon domaine, quand j'explique quelque chose, je peux paraître hyper sérieux, hyper sec, hyper froid, parce qu'en fait, c'est le mental qui parle. Mais dès qu'on me voit, je suis quelqu'un voilà, qui fait le con, qui délire. Euh, je suis normal, en fait, tu vois. Et je suis Hmm, très. Les gens me disent que j'ai cette attitude chaleureuse. Et hmm. en fait, The Machine, c'est un peu l'expression de mon côté froid, de quelqu'un qui structure, qui processise, qui construit une machine froide, qui regarde les actions de manière, comme enfin, qui regarde les faits plutôt que le côté émotionnel. Parce que dans l'entreprise, ce qui permet de se développer, c'est l'étude des chiffres. Bien sûr. Parce que les ressentis, tout ça, c'est très important pour sa vie personnelle. Et malheureusement, dans le business, ça a tendance à nous jouer des tours parfois. Hmm. Donc, The Machine, ça vient d'un truc simple, c'est que c'est l'un des pseudos que j'avais quand je dansais, quand j'étais en Ah, ok. danse. En fait, j'ai commencé à faire des compétitions. Et l'équipe dans laquelle j'étais, avant que je prenne la direction de cette équipe-là, j'étais voilà, juste un simple membre. On m'appelait The Machine, parce qu'on me disait, ben, ce mec, c'est une machine, il s'adapte très rapidement, il progresse très vite, et en plus de ça, il botte le cul à tout le monde. Bon, je ne bottais pas que le cul à tout le monde, il y a des personnes qui étaient très fortes aussi, bien meilleures que moi.
Mais ça avait créé ce truc qui est resté. Tout le monde m'appelait. J'allais à un meeting, par exemple, en Italie. Tout le monde disait Hey, The Machine. Donc c'est resté, c'est resté, c'est resté. Puis au bout d'un moment, bah, quand j'ai créé ma deuxième boîte, je me suis dit, ben, en fait, discuter avec un pote, il me dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est une vraie machine, tu vois. Donc prends le pseudo The Machine. J'ai fait, ok, bon, ça fait sens. Ouais, bah, carrément. Bon, voilà, ça vient juste de ça, quoi. Non, mais il y a une histoire Allez. personnelle et en plus c'est très lié à à ta conviction par rapport à l'entrepreneuriat. Ah bon? Distinguer les faits des émotions et même des opinions. C'est vrai que c'est une vraie compétence à avoir. C'est clair. Tu sais quoi alors, The Machine, tiens, moi j'arrive, je suis un entrepreneur. Tu fais quoi? Pour qui? Comment tu le Ok. fais? Alors, Cédric, tiens, alors, quand je réponds à ça, je me base toujours sur la personne en face de moi. Ok, Cédric, tu as une entreprise. Ouais. Tu travailles dans quoi exactement? Je fais du coaching business. Ok, En tout cas, je suis estampillé coaching business. ok, Enfin, j'ai deux activités, mais je te parlais de celle principalement que ok, tu connais. J'accompagne les coachs à se lancer, à ok, structurer, lancer, et puis à débloquer leur peur pour avoir une vraie ok, entreprise de coaching et pas une amalgame de prestations. ok. Bon, bah, quelqu'un dans mon cas, il va servir des personnes comme toi à se structurer en interne, d'accord? Simplifier ton business, livrer plus vite tes clients, à brancher ensuite une machine d'acquisition qui va te permettre d'avoir plus de leads qualifiés, plus de prospects, plus de rendez-vous, plus de ventes, d'accord? Et ensuite, on a un troisième axe qui va te permettre de mieux livrer tes clients. D'accord? Donc, faire Hmm. une étude en interne de ton process de livraison. Donc, tout ça, c'est ce qui permet du coup de faire croître ton activité. Et on fait ça avec des personnes qui sont principalement dans la niche du make money, donc les personnes qui apportent un retour sur investissement à travers leurs offres. D'accord? On pourrait rentrer un peu plus dans le détail, mais on sert trois grandes niches. Les personnes qui sont dans l'informatique, on a beaucoup de personnes qui sont dans le milieu de l'informatique, des freelances, des devs qui ont une agence, etc. On a les gens qui sont plus dans l'investissement, donc évidemment, il y a des filtres pour rentrer, hein, on ne fait pas rentrer d'arnaqueurs ou autres. C'est des gens qui doivent être certifiés par l'AMF, voilà, qui ont un gros passif. C'est souvent des banquiers d'affaires, etc. Et on a aussi des gens qui sont plus dans le marketing, la vente, exactement c'est ce que tu fais, coaching B2B, quoi. Voilà. Ok, ouais, t'es vraiment large. Du coup, t'as c'est beaucoup de casquettes, beaucoup de compétences. Comment t'as acquis toutes ces compétences pour pouvoir accompagner un public aussi large? Alors, il y a plusieurs points. Déjà, il y a des compétences que j'ai acquis dans la danse qui sont exactement les mêmes dans l'entrepreneuriat. Ok. C'est-à-dire parler à des gens, les pitcher, prospecter, vendre, parce qu'on est obligé de faire ça aussi dans la danse, hein. Tu es obligé de vendre à ton équipe la vision, tu es obligé de vendre des projets de danse, tu es obligé de vendre des spectacles. Donc, il y avait déjà ces compétences-là, ce sont les mêmes. Rassembler des gens, donc avoir le leadership, ça c'est nécessaire quand tu veux monter une entreprise et que tu ne veux pas rester seulement solopreneur. Recruter, j'ai dû recruter sur ma première boîte pour faire des spectacles de danse, donc il fallait faire des filtres, il fallait faire des auditions, il fallait faire des tests, donc c'est très long, très chiant. Il y a la comptabilité. On était par exemple financé par l'État français, par la DRAC, par la région Hauts-de-France, etc. Donc, il fallait faire des plans de trésorerie, il fallait faire des dossiers de subvention. Donc, tu apprends la gestion. Et bah, déjà, ces compétences-là, elles viennent de là. Ouais. Ensuite, il y a énormément de formations. Hmm. Vraiment, j'ai bouffé de la formation à en ressortir par les oreilles. Donc, j'ai payé des gens à peu près partout, en France, aux États-Unis, à l'étranger, en Allemagne, etc. Et le dernier gros coaching en date, c'était un coaching à 15 000 euros avec 15% du chiffre d'affaires sur 6 mois, qui était aux États-Unis, avec un mec qui s'appelle Serge Gattari. Et enfin, moi, ça m'a transformé vraiment. C'était incroyable. En quoi ça t'a transformé? C'est du coaching business, donc ça m'a vraiment transformé surtout sur l'état d'esprit, sur la vision de l'entreprise, sur la réalité du marché actuellement, sur l'intelligence artificielle, sur la structuration, sur le niveau de valeur et d'exigence qui est demandé pour pouvoir réellement faire de l'argent dans ce milieu, d'accord? Ok. Parce que souvent, on nous vend souvent le rêve de devenir entrepreneur, faites 10 000 euros par mois, mais la réalité est souvent tout autre. Et en fait, ce que j'ai bien aimé avec ce formateur, c'est qu'il est très réaliste là-dessus. En mode, ben, en fait, tu ne te rends pas compte de la valeur, enfin, de l'énergie qu'il faut dépenser pour réellement faire ces résultats-là. C'est quoi la réalité d'ailleurs, tiens, du marché? Parce que j'aime beaucoup enfin, Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, ça m'intéresse aussi d'avoir la ouais, vision de ce formateur et la tienne. Parce qu'effectivement, je sais pas toi ce que tu as. Enfin, moi j'ai un public qui démarre, toi t'as un public plus avancé, mais moi souvent chez mes clients, il y a ce rêve, cette croyance que ouais, c'est à portée de main, je peux y arriver quoi. ouais, ouais, bien Le sûr. 10 000 ou même moins, mais le 4, 5, 6 par mois, je vais y arriver parce que je fais 3 posts LinkedIn, je vais y arriver, tu vois. Mais c'est pas la réalité, on le sait. C'est quoi pour Absolument toi la pas. réalité? Alors, la réalité, c'est que je vais la diviser en deux parties. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les formateurs vont mettre en avant le top 1% de leurs clients, d'accord? Hmm.
qui sont des personnes qui ont, dans tous les cas, réussi sans nous, Oui, c'est vrai, c'est juste. parce C'est que, vrai. ils ont déjà des cases. En gros, le mec, je vais prendre l'exemple des jeux vidéo. Le mec t'as le débutant qui est niveau 1 et le mec que tu fais que t'onboard, il est niveau 36, il a déjà les meilleurs équipements. Et en gros, que tu l'aides ou pas, il va forcément progresser jusqu'au niveau 60. D'accord? Donc, voilà. Donc, on met en avant ces personnes-là. On met en avant toujours le chiffre d'affaires et jamais les revenus encaissés et les marges nettes et le profit, tout ce qui est profit, tout ça. Donc, déjà, ça crée un biais. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui vendent le rêve. Donc, vendre le rêve, vendre la destination, mais pas être soi-même dans la position de, par exemple, un cas classique, je t'apprends à faire 100 000 euros par mois, mais moi-même, je fais 10 000 euros par mois. Bon, Hmm. tu peux m'apporter quelque chose, même si tu fais 10 000 euros par mois, parce que tu as peut-être des choses que tu vas détecter, des biais que je ne vois pas, qui pourront m'apporter. Mais me promettre, déjà une promesse de gain, ben, généralement, c'est très difficile de promettre des gains, mais me promettre de faire 100 cas par mois, c'est pour moi pas en cohérence avec ce que tu fais. Ouais, je Donc, suis d'accord. donc, il y a cette première réalité-là de l'état du marché au niveau du marketing. Et au niveau des faits, bah, c'est que l'entrepreneuriat, c'est de la dent de scie. Moi, c'est pour ça que, par exemple, sur certains podcasts, je dis les revenus qu'on encaisse. Je dis, bah, on fait à peu près entre 15 et 30 K. Puis des fois, je dis entre 18 et 25 parce que c'est jamais stable, en fait. Et que je ne peux pas dire, bah oui, je me paye 18 000 euros par mois. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le salaire que je me verse parce que je réinvestis tout dans la boîte. Moi, pour être pleinement transparent, je me paye entre 1000 et 6 000 euros par mois. Et ça reste une grande fourchette parce qu'il y a des mois, j'ai pas besoin de cash. Et je suis là, genre, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je prenne dans la trésorerie? De toute façon, je ne vais pas le dépenser. Et là, bah, ce mois-ci, je me dis, tiens, je vais mettre du cash de côté. Et ouais, je ponctionne 6 7 K sur le compte de l'entreprise, quoi. Ouais. Donc c'est ça, c'est que la réalité, c'est que c'est en dents de scie, que c'est normal que ce soit en dents de scie, et qu'il y a des étapes et qu'il faut bien planifier sa trésorerie. Ouais, Merci pour ces précisions et ce côté très précis que tu as. C'est vrai que t'es The Machine, hein. On Non, mais essaye, hein? c'est On bien. essaye comme on peut. J'aime beaucoup et évidemment, c'est des sujets à tiroir. Tu ouvres plein de portes que j'ai envie d'ouvrir, mais je vais en ouvrir quelques-unes. Mais ce que tu as dit m'a fait penser à quelque chose aussi. Tu as dit dans la conversation, au tout début, tu as dit j'ai aidé mon frère à se lancer. Oui, Et même il est au-dessus de moi, mais peu importe. J'ai aidé à se lancer. Euh, du coup, ma question, elle est un peu, je vais pas te demander comment tu as fait, mais plutôt plus oui, globale. Quelqu'un qui veut se lancer, ok. euh, on va prendre quelqu'un qui va aller dans le service, qui a acquis une compétence et qui veut la vendre. D'accord? Pas du produit, Bien vraiment sûr. du service. Parce que moi, ça m'arrange. Euh, quelqu'un qui veut se lancer, un freelance en informatique, hein, pourquoi pas. Mhm. Euh, en faisant simple, parce qu'évidemment, ça nécessiterait des heures de conversation, mais C'est clair, ouais. grosso modo, tu lui conseillerais de passer par quelles étapes, toi? Ok. Alors, déjà, premier disclaimer, je pense pas avoir la pensée magique. Donc, je pense que la meilleure personne qui pourra trouver ce chemin-là, c'est généralement vous. Hmm. D'accord. Donc, il y a déjà un travail introspectif par rapport à vous. La première chose, c'est que les gens qui veulent se lancer, parfois, j'en vois certains profils qui vont chercher un sauveur, absolument quelqu'un à qui je dois payer, qui va m'aider, etc., qui va avoir toutes les réponses. Et moi, je vais décharger la responsabilité de mon résultat sur cette personne, ce qui est la pire chose à faire. Déjà, la première chose, c'est de se responsabiliser. Euh, la deuxième, c'est de mettre son ego de côté. Et la troisième chose, c'est de combattre ses peurs sur sa confiance en soi. 95% des gens qui se lancent ont un problème de confiance en soi parce que c'est nouveau, parce qu'il y a la peur du lancement, syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là. Donc déjà, ça c'est pour la partie mindset. Ensuite, je dirais à cette personne d'étudier déjà, ça dépend de l'âge, ça dépend des compétences, etc., mais d'étudier des choses qui lui sont déjà familières et qui la passionnent réellement. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en CDI dans l'informatique, mais à côté, vous faites du design pour des petits clients depuis 10 ans. Vous faites aussi du montage vidéo. Bon, bah, ça peut être une compétence qui peut être valorisée sur le marché. Oui, il y a beaucoup de saturation, mais si vous vous nichez bien et si vous êtes persistant, vous pourrez trouver du taf. Hmm. Donc, c'est de partir déjà de choses qui sont connues, sur lesquelles vous êtes bon. Et en fait, pour ça, je vous recommande de regarder l'Ikigai sur Internet. Hmm. L'ikigai, c'est ce dont a besoin le monde, là où je suis bon, ce que j'aime, et après, je ne sais plus ce qu'il y a. Mais Doué, ouais, est-ce que là où t'es doué, là où t'es passionné, est-ce que le monde a et t'es besoin? bon Et naturellement en monétiser, ouais. quoi? Ouais, c'est Et ça. monétiser. Exactement. Donc, c'est ça. Ensuite, c'est important de choisir. Ce qui va être vraiment critique, ça va être le marché que vous allez choisir, Hmm. globalement. Donc, si par exemple, moi, l'erreur que j'ai faite au début sur la danse, c'est que j'ai choisi le marché de la danse. D'accord? Donc, pourquoi ça a fonctionné? Parce que j'avais une danse extrêmement nichée. D'accord? Donc, j'étais tout seul sur le marché. Il n'y avait personne, il n'y avait que nous. Même dans le monde entier, il n'y avait que nous. Donc, j'étais là, genre, bon, bah, c'était facile de trouver des financements. Enfin, facile, c'était quand même beaucoup de travail. Mais si je me lance sur un marché qui est déjà saturé, et sur un marché en plus qui est en décroissance. C'était le cas de la danse, hein, ça a marché parce qu'il y a de moins en moins de financement, les gens sont très mal payés. Bon, bah, c'est difficile de croître. Donc, quand j'avais atteint un certain plateau, c'était assez difficile.
Donc le marché est très important. Donc pour donner quelques recommandations, un marché, je vous recommande un marché dans lequel il y a au moins 50 000 acheteurs potentiels, sur lequel vous pouvez avoir un client qui vous rapporte en moyenne 10 000 € par an. D'accord? Donc pas avoir 50 millions de clients, mais avoir peu de clients qui vous payent très cher. Et sur lequel vous êtes sur du high ticket, c'est-à-dire c'est des prix, des offres à plus de 1 500, 2 000, 2 500 €, même si c'est des paiements en plusieurs fois. Donc déjà de regarder ça et des marchés surtout qui sont en croissance. Donc regardez les statistiques de l'INSEE, etc. Parce que c'est des marchés qui sont en tendance ou qui sont en décroissance. Par exemple, Hmm. les journaux papier, c'est clairement en décroissance. On est d'accord. Ouais. Donc c'est compliqué. Donc je regarderai déjà ça. Ensuite, bah, c'est d'aligner ce que vous savez faire. Et là, il n'y a pas photo. Genre, je vais dire quelque chose qui fait chier la plupart des débutants. Et vous devez aller parler à un maximum de personnes de votre marché en un minimum de temps, en apprenant à vendre et à prospecter. D'accord? Et vous confronter à la réalité. Et une fois que vous aurez vos premiers clients en proposant, je sais pas, un truc à moins 75% ou une offre gratuite, ou vous aurez vos premiers témoignages clients, vous allez comprendre la livraison client de votre produit. Vous allez pouvoir faire une offre et au fur et à mesure que vous allez être de meilleur, vous allez avoir plus de témoignages, que vous allez avoir plus d'expérience et que votre offre va être de plus en plus nichée et précise par rapport à ce qu'attend l'avatar, vous pourrez augmenter vos prix parce que votre valeur perçue sera plus élevée et que de toute manière, dans vos rendez-vous de vente, vous aurez un niveau d'expertise. En gros, je vois Cédric, en 5 minutes, je sais quel est son problème parce que j'ai l'expertise et l'expérience. Par contre, si je suis débutant, bon, bah, il va falloir que je creuse pendant 30, 40 minutes. Et là, je suis un mauvais médecin, entre guillemets, parce que je n'ai pas encore l'expertise. Donc voilà les étapes. J'essaie de faire simple, d'accord? Il y a de Non, mais nombreux autres sujets. c'est super. J'aime beaucoup, évidemment qu'il y a plein de nombreux sujets, mais Ouais, mindset, marché, et puis se confronter massivement à la réalité. Ce troisième point, pour moi, il est fondamental et j'aime beaucoup la manière dont tu l'exprimes, à savoir, j'aime bien parce qu'en fait, dans ce que je comprends, et je pense que tu fonctionnes comme ça, du coup, c'est que, en fait, le business, c'est un processus vivant, mais qui ne peut vivre que si il se déploie dans quelque chose qui est déjà existant, en l'occurrence un marché. tout Et compris. que trop souvent, l'erreur qu'on fait, on l'a tous fait, nos clients le font toujours, Oui, je l'ai c'est fait que aussi, hein. en fait, le business n'est plus un processus vivant, mais devient un processus théorique, conceptuel, une idée qu'on va chercher à parfaire de notre côté seul, sans se déployer dans quelque chose qui est existant. Et donc, en fait, on est seul avec nous-mêmes. Et le jour où on doit se lancer, bah, en fait, on n'a pas tout ce que tu viens de dire. C'est Une ça, offre, ça évolue parce que on s'est planté plusieurs fois. Parce qu'on, quand tout on à a fait. vendu, comme tu dis, la première fois, l'appel de vente, il va durer 1 heure et demie. Au bout de la 10e, ça va durer une demi-heure. Et puis pourquoi ça va être durer une demi-heure? Et pourquoi on va mieux convertir? Parce qu'au bout d'un moment, on aura une telle expertise que le client en face, il va comprendre. Enfin bref, tout ce que tu as dit, c'est hyper cohérent. Euh, je te remercie. Merci parce que c'est important de rappeler et de rappeler qu'en fait, ça a toujours été que ça, quoi. Répondre à un Ça, besoin, puis aller voir le marché, finalement. c'est ça. Ça peut sembler assez simple, et pourtant c'est compliqué dans l'action parce qu'il y a des peurs, parce que bah, aller Ouais, c'est ça. prospecter quelqu'un sur Instagram, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Et donc ce que j'aime bien, j'ai vu ça dans un coaching justement, c'est l'entrepreneuriat, c'est se prendre alors je vais être un peu grossier, mais c'est se prendre un coup de pied dans les couilles tous les jours. Et c'est un peu ça. C'est pas mal. C'est un peu ça. Enfin, moi, j'ai même à mon étape, hein, j'ai des gens qui viennent en call des fois, pas qualifiés, agressifs, ça arrive. Alors, c'est rare, c'est très, 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 très rare. Mais j'en ai déjà eu, des gens qui vont raccrocher au nez au moment du paiement. Enfin, Ah voilà, j'ai ouais. expérimenté. Enfin, j'ai fait j'ai fait au moins plus de 1 000 appels de vente et j'ai vu de tout et j'ai vu tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est normal parce qu'on est Ouais. face à la réalité et que c'est mieux de voir ça que de rester dans sa tête pendant 6 mois. Enfin, moi, j'ai un excellent ami à moi, s'il voit ce podcast, ça fait plus d'1 an qu'il a un peu perdu sur son projet entrepreneurial. Bah, ça a avancé. Je suis content d'ailleurs que ça a avancé. Mais je sens que ça le frustre de ne pas avancer aussi vite parce que beaucoup dans le mental et pas assez dans l'action. Hmm. Donc, Comment tu gères, voilà. toi, émotionnellement, les phases coup de pied dans les couilles? Alors, c'était très difficile au début, mais je pense que d'avoir fait du sport à haut niveau, ça a été Ok. probablement le truc le plus important. Parce que le sport à haut niveau, c'est exactement la même chose que l'entrepreneuriat. Si vous prenez des coups de pied dans les couilles, et en plus vous êtes fatigué physiquement, Hmm. parce que moi j'allais danser, j'avais pas de salle de danse, hein, donc je dansais sous la pluie, dans la neige, voilà, dans un coin, j'avais un jardin, et puis on avait au pire une place publique devant chez moi, dans mon petit village de 500 personnes, où je me mettais avec ma musique et tout. Donc il y a évidemment le regard des gens, qui passent, etc. Qu'est-ce qu'il fait, lui, ce gogol, en train de danser dans son coin. Et puis des gens, enfin, je vais le dire, j'ai pas de problème avec ça, mais je me suis déjà battu dans la rue parce que j'étais en train de danser tranquillement, je préparais une battle, et il y a un mec qui vient me casser les couilles et puis il m'en met une, quoi. Ah ouais. Donc ça m'est arrivé 2 fois, une fois à Lyon et une fois dans la ville natale dans laquelle j'étais. Donc bon, au moment quand tu as reçu tellement
d'agressivité, de rejet, etc., t'en bats les couilles, en fait, tu vois. Donc, Ouais. enfin, moi, quelqu'un qui, je suis en call avec lui, il me dit, écoute, mec, va te faire voir. Je suis là, genre, bah, eh ben, avec plaisir, je vais me faire voir, vas-y, on coupe le call ici, et puis bonne journée, bonne continuation, tu vois. Ouais, ouais, tu t'es tellement confronté à ces problèmes-là que finalement, ce ne sont plus des problèmes, mais des situations, en fait. Exactement. Donc, c'est la récurrence de ces situations qui fait qu'on est un peu insensibilisé. Puis après, bah, c'est Hmm. important d'avoir des activités aussi à côté. Faites-vous plaisir, passez du temps avec votre famille, jouez aux jeux vidéo, sortez, faites du sport, allez à la piscine. Faites des choses qui vous déconnectent. Moi, je déconnecte beaucoup du business. Maintenant, avant, j'étais H24 dedans. Là, par exemple, à 18 h, j'ai déjeuné avec un entrepreneur que j'ai rencontré un peu comme toi, Cédric, Ok. sur Facebook, on discutait, et puis finalement, le mec me dit, ah, je suis de là, bah, moi aussi, bon, on va boire un verre, tu vois. Ah oui, on va discuter business, mais à 21 h, quand je rentre chez moi, je déconnecte business, tu vois. Donc, Hmm. Tu bosses beaucoup? ouais, ouais, quand même. Ouais. Alors C'est- avant, ouais, t'allais dire quelque chose. Ouais, bah, je vais te laisser réagir, mais je t'avoue que, mais sûrement parce qu'on n'est pas des mêmes niveaux aussi. Toi, t'es bien plus avancé que moi. Euh, Moi, j'ai un gros. Bon, après, j'ai 40 ans, les enfants et tout ça aussi. Je sais pas si le Oui, c'est package pas la fait. même Je chose. sais pas si ça fait. En tout cas, Si, moi, c'est j'ai important un. quand même. Tu penses? Moi, j'ai une grosse vision de. Enfin, une grosse vision. La manière dont je vois les choses, moi, et je sais que c'est pour moi, et je sais que c'est pas adapté à tous, c'est que je fais tout pour construire un business autour de mon lifestyle, et je fais tout pour ne pas beaucoup travailler. Alors après, C'est ce ça qu'il faut amène des faire. plafonds, et voilà, à un moment donné, je sais que ça a ses propres limites. Mais du coup, c'est vrai qu'on entend beaucoup et ça se comprend aisément. Tu vois, à un moment donné, quand t'es dans le game, tu comprends qu'il faut faire plus pour aller plus. C'est mathématique. Et C'est je sais ça. pas trop me positionner, tu vois. Des fois, j'ai envie de dire, ouais, mais peut-être qu'il faudrait faire plus et en même temps. Enfin, je sais pas, donne-moi un peu ta réaction toi, par rapport à ça, où Ok. t'as l'air de beaucoup bosser. J'ai rencontré cette même problématique. Donc, sur mes deux premières entreprises et même dans la danse, en fait, je suis un feignant bosseur. C'est-à-dire que, vu que j'ai Ça me compris que parle. je suis feignant, bah, pour être feignant, il faut énormément travailler pour être tranquille. Donc, Ouais. je bossais, en fait, j'identifiais à chaque fois le top 1% qui apportait le plus de résultats. Donc, par exemple, dans la danse, il y avait deux mecs en France que j'avais identifiés qui étaient des monstres qui roulaient sur tout le monde. J'ai analysé scrupuleusement ce qu'ils faisaient et je me suis dit, je vais faire deux fois plus. D'accord? Donc, deux fois plus d'entraînement, deux fois plus de vidéos, deux fois plus de tout. Et systématiquement, je battais ces gens-là sur le long terme. Ok. Pas à un horizon de 6 mois, mais à un horizon de 1 an, 2 ans, 3 ans. À chaque fois, je les dépassais. Donc, j'avais identifié ce truc-là. Donc, je l'ai répliqué en entrepreneuriat. Donc, au début, j'ai travaillé énormément. Je travaillais 12, 14 heures, 16 heures par jour. Pas tous les jours, parce que c'est pas tenable. Mais globalement, c'était quasiment 7 jours sur 7. Pas de relation amoureuse, très peu de sorties, restrictions budgétaires, la totale. D'accord? J'ai tout Hmm. vécu là-dessus. Donc, mais, au bout d'un moment, j'ai fait un burn-out. D'accord? Ouais. Donc, je m'en suis très vite remis parce que je suis très coachable. Donc, je me suis fait coacher, je me suis fait aider, etc. Il n'y a pas de souci. Et après, grâce à tout ce travail que j'avais fait, bon, j'ai déjà construit The Machine, j'ai déjà bien avancé. Et là, par exemple, je travaille à peu près entre 5 et 8 heures par jour, Ok. d'accord? 4 à 5 jours par semaine. Ça Donc, va. c'est correct. Mais quand je disais que oui, je travaillais beaucoup, c'est parce que j'ai pris en compte tout ce qui a été fait avant, tu vois. D'accord. Ok. Ouais. Et je suis exactement la même logique que toi, c'est travailler le moins possible autour de son lifestyle. Pour toi, c'est la famille, les enfants, peut-être d'autres sorties, le dimanche en famille. Bon, moi, c'est parce que c'est ma santé, j'aime bien faire du sport. Là, par exemple, je vais à la salle tout à l'heure vers 21 h. Bon, bah, c'est important. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà comprendre comment scaler son temps. Hmm. Et c'est le problème principal que je remarque, c'est le besoin de contrôle. Hmm. Il y a un besoin, je sais pas si tu souris, c'est que peut-être ça te parle, Ouais. mais le besoin de contrôle, ok, je sais mieux faire que telle personne. J'ai besoin de contrôler ça. Non, mais de toute manière, c'est moi qui le fais. Bon, là, le truc, c'est juste de prendre le temps d'être un bon coach, de recruter quelqu'un, de le former. Si vous n'avez pas de moyens, moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler avec Guillaume, je ne pouvais pas le payer. Ouais. Bon, bah, on a fait un échange de services. Lui, il démarrait, alors Hmm. il était déjà un petit peu avancé. On a fait un échange de services. Je le coachais. Dès que j'achetais une formation, je lui envoyais la formation, parce que ça pouvait lui être utile aussi. Donc, une formation à 2000 balles, il l'avait gratuitement. Donc, on a fait des échanges jusqu'à ce qu'on fasse suffisamment d'argent, parce que je dis, OK, c'est bon, Guillaume, je peux te payer. Donc, il y a C'est. des moyens qui existent, en fait, Ouais, c'est pas pour bête. scaler son J'aime temps. beaucoup. Ouais. Mais je vais rester 2 secondes là-dessus, parce que ça m'intéresse. Ouais, Après, on va aller voir un peu OK, comment on fait de l'acquisition, tout ça, parce que c'est pas de intéressant aussi. problème. Pas de Juste problème. 2 secondes là-dessus, parce que en plus, on avait déjà échangé un petit peu, un peu avant. Euh, il y a pas longtemps, d'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus, et puis c'est une réalisation, pardon, une prise de conscience que j'ai eue en Ouais, discutant avec un ami entrepreneur aussi. Et je disais, et puis avec d'autres amis, j'ai, j'ai,
Donc la question du temps dans son business, la question du Mhm. temps, du contrôle de son temps, le corollaire c'est déléguer. C'est-à-dire, pour faire avoir plus de temps, il faut déléguer, enfin j'imagine, après mettre en place des process bien sûr, mais à un moment donné, il faut déléguer des choses. Et dans l'aspect délégation, j'ai remarqué qu'il y a une chose que je savais très bien faire et une que je savais pas faire du tout. Ce que je D'accord? sais très bien faire, c'est que je sais très bien déléguer pour ma boîte. C'est-à-dire, euh, je sais très bien déléguer l'opérationnel, l'exécution, la délivrabilité. Tu vois, je Ok. m'entoure avec moi dans le Boost Camp, qui est mon offre d'accompagnement. J'ai trois coachs qui bossent pour moi, en freelance, Super. en presta, qui interviennent Mhm. dans la logique à la fois de me dégager du temps pour faire d'autres choses, évidemment, stratégie, etc., Bien branding sûr, ouais. ou autre, mais aussi dans une logique d'apporter de la compétence pour mes clients différente de la mienne. Ça, je sais très bien faire, et même j'adore ça. Enfin, je trouve que c'est super chouette, c'est cool, et j'ai aucun problème là-dedans. J'ai même aucune crainte. Par contre, pour déléguer sur ma boîte, c'est-à-dire, je sais pas, prendre quelqu'un qui va améliorer mes pages de vente, copywriting, du mailing, un accompagnement, The Machine par exemple, tout ce qui va être sur ma boîte, ou c'est peut-être l'inverse à chaque fois, je comprends, t'as compris, Mhm. tu Ouais, vois, non, j'ai bien compris, ouais. pour scaler, quoi. Ça, je sais, c'est très difficile pour moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que je suis très exigeant? Est-ce que je sais pas. Mhm. Euh, c'est peut-être un peu compliqué de te laisser là-dessus, de poser une question très Non, ouverte non. qui est qu'est-ce que t'en penses, mais tu rencontres ça aussi des fois chez les personnes que tu accompagnes Ouais, beaucoup, c'est de beaucoup, type de beaucoup. délégation? Ouais, c'est parce qu'en fait, euh, la croissance de ta boîte, enfin, d'une certaine manière, tu perds un peu le contrôle. Tu vois, tu as quelqu'un qui te promet, par exemple, de faire 30K par mois, toi, t'en fais 10. Bah, déjà, il y a toujours ce truc de je vais me reposer sur cette personne pour le Hmm, faire, mais peut-être que cette personne a 50 000 autres clients, elle ne va pas forcément comprendre mes spécificités. Tu vois, ouais, il peut y avoir aussi des non-dits. ouais. Par exemple, il y a des situations peut-être familiales, tu as peut-être des problèmes de famille que tu n'as pas envie de lui communiquer, mais lui, en fait, si tu lui avais communiqué, peut-être qu'il saurait que c'est une de tes contraintes de scaling, tu vois. Donc, il y a ces potentiels non-dits. Le fait que tu remets la croissance de ta boîte à quelqu'un, donc tu décharges un peu la responsabilité. Alors, je ne dis pas que c'est ce que tu fais nécessairement, mais il y a un peu ce côté inconscient, toi, de bon, bah, Hmm. cette personne-là va prendre la responsabilité. Donc, je pense que c'est difficile de faire confiance à quelqu'un pour scaler sa boîte, parce qu'il y a beaucoup d'échecs dans ce milieu-là à cause des débutants, parce que la barrière à l'entrée est très faible pour lancer une agence. C'est vrai. Donc, ce qu'on repart sur, bah, est-ce que tu sais bien diagnostiquer un appel de vente? Est-ce que tu fais du bon contenu? Est-ce qu'on voit que tu es un expert? Est-ce que tu as des case studies véridiques et pas du j'ai fait 100K une fois avec 1% de marge? Donc, il y a tout ce truc-là qui est aussi à décortiquer dans le marketing, hein, qui est très agressif maintenant. Et moi, personnellement, quand j'ai abordé ça, j'aborde ça en mode je n'ai pas besoin de cette personne-là. D'accord? Ouais, Dans tous les cas, si je ne prenais pas son accompagnement, je scalerais parce que je prends à 100% la responsabilité du fait que c'est ma boîte et que c'est moi qui vais la scaler, c'est pas lui. c'est ça. Mais il y a des inconnus, des éléments inconnus que je ne connais pas. Hmm. Donc, je vais payer cette personne pour voir ces éléments inconnus. Et au pire, si elle m'aide à scaler, je suis content. Mais si j'ai pas scalé, c'est pas grave parce que j'ai appris quelque chose qui me permet d'aller plus vite. Hmm. Au lieu Ouais, que mais ça me c'est. prenne un an, ça me prendra peut-être que 7 mois. D'accord? Ouais. Et c'est ce que j'ai fait avec cet accompagnement aux États-Unis chez Serge Gattari. C'est que j'ai payé 15 000 et j'étais là, genre, je ne remets pas mon succès sur cette personne. Mais c'est exactement cette posture de mindset qui est très juste et qu'on devrait tous avoir quand on choisit quelqu'un. Je le prends pour le 1% qui va changer ma trajectoire, mais c'est moi qui fais le 99%, quoi. Tu as tout compris, c'est ça. Et, et je sais pas, comment tu choisis tes besoins d'accompagnement, comment tu investis, parce que tu as dit que tu avais investi 103 000 euros quasiment dans tout, y compris business. C'est quoi le processus chez toi pour choisir où est-ce que, enfin, tes besoins? Alors, j'ai répondu à cette question sur un précédent podcast et je vais refaire la même Mais t'es réponse. passé C'est que, partout! ah non, mais c'est un podcast en plus qui est sorti il y a 2 semaines, mais globalement, je suis quelqu'un de très intuitif Ok, et je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je suis quelqu'un que quand je vois quelqu'un, d'instinct, ma première impression est rarement la mauvaise. Bon, parfois, ça ok, m'a joué des tours, d'accord? Donc, je ne vais pas dire que c'est 100% des cas. Mais quand je vois un accompagnant, je vois quelqu'un, je sais si je vais travailler avec lui ou pas. ok. Et donc, quand j'ai un besoin, d'accord? Parce que sinon, la plupart du temps, je vois la personne, ok, elle a l'air très cool, elle a l'air pas l'air cool. Je me pose pas trop la question s'il va m'accompagner ou pas. Mais si par exemple, je suis à la recherche active d'un accompagnement et je vois que cette personne est dans le domaine justement où je cherche, Ouais, je sais à peu près d'instinct si je vais travailler avec elle ou pas. Parce que je pense que j'ai développé une faculté à peut-être remarquer des signes inconscients de la personne. Si par exemple, entre ce qu'elle dit et son comportement verbal ou non verbal, il y a une incohérence,
euh, dans l'échange, dans son expertise, dans ses résultats clients, etc., je vais sentir l'arnaque, même si ce n'est pas forcément une arnaque, c'est juste que je ne suis pas aligné potentiellement. Et par exemple, pour certains accompagnants, je vais en citer un, parce que il y a un truc je fais une petite parenthèse, mais dans les podcasts, je remarque quand on parle de business, il y a beaucoup de gens qui ne mentionnent pas par qui ils sont accompagnés, peut-être par Oui, c'est pudeur vrai. ou autre. Et je trouve que c'est bête en fait. Et moi, je suis accompagné par un mec qui n'est pas très bien aimé sur le marché français, de ce que j'ai entendu. Parce que moi, voilà, ça reste que des rumeurs. Il s'appelle Imranoudi, qui est une société qui s'appelle Exponentia, qui a un marketing très agressif, qui a un closing très agressif. Mais moi, ça n'a pas été mon expérience. C'est un mec qui, quand il m'a coaché, il avait 17 ans. D'accord? Je l'ai payé 8 000 euros, 8 500, je crois, en deux paiements. Et c'était l'un des meilleurs coachings de ma vie. Parce que j'ai senti ce mec, et j'ai senti que c'est la personne qui pouvait m'aider. Et c'était effectivement la personne qui m'a aidé. À 17 ans, ouais. Je connaissais pas. Ibrahim Noudi, tu dis? Imran Oudi, Imran? Ok, il y a une Oudi, société qui d'accord. s'appelle Exponentia. C'est un mec qui est hyper sérieux. Il fronce tout le temps les sourcils et Ok. tout. Enfin, il est assez bourrin et agressif. Mais dans son domaine, moi, je trouve que c'est un monstre. Ah ouais, je vais voir, d'accord. Il t'a apporté quoi? Juste le petit déclic, c'est quoi qui t'a... Ouais, il y a tellement de choses qu'il m'a apporté. Il m'a fait beaucoup progresser sur le plan perso, business, en Ok. leadership, en affirmation de soi, bien choisir son marché, le copywriting, du marketing, de la vente, beaucoup de ventes. Ah ouais, ok, ouais. Euh, ouais, C'est il y a complet, quoi. vraiment. Ouais, ouais. Et puis, au-delà du côté professionnel, c'est quelqu'un qui, voilà, à 23 heures, pouvait prendre un call avec moi parce que j'avais une galère avec un client, par exemple. Ah Donc, ouais. je cite lui, mais il y a plein d'autres accompagnants avec qui ça s'est très bien passé Hmm. aussi dans le même cas. Et je sais pas, c'est une intuition. Ouais, J'ai pas de réponse magique à Non, c'est ça. bien c'est bien que t'en parles comme ça, et puis ça met à l'honneur aussi les personnes qui bossent bien et qui ont permis des déclics chez des personnes, donc c'est super important. Tout à fait. Euh, ouais, ouais, c'est super intéressant ce sujet. Moi, j'aime beaucoup ce sujet-là. Euh, Allons un peu sur le sujet de l'acquisition client. Ok. Gros sujet. Gros sujet. Il y a tellement de choses à dire, mais euh, comment selon toi, c'est quoi les leviers? Tiens, on va partir sur du large pour après, pour aller Ok, ouais, avec un peu plaisir. un peu un format entonnoir, pardon. Tiens, prenons mon cas, comme ça c'est plus facile, on a Ok, un cas rapide. carrément. Je fais du coaching business, j'aide les coachs à se lancer, je suis principalement sur LinkedIn, mais j'ai un podcast, je suis aussi un peu sur Insta, un peu sur YouTube, un peu sur Facebook, Ok, ouais. j'ai du tunnel de vente, etc. Bon, tu me vois, tu me reçois, euh, comment tu arrives à détecter ce qu'il faut faire pour, enfin, je sais te poser une question assez pertinente pour ceux qui nous écoutent, mais euh, comment tu arrives à voir avec la personne quels sont les leviers qui vont être utiles pour elle dans l'acquisition client? D'accord. Quand les personnes font déjà plein de choses, parce qu'après si elles partent de zéro, bon bah tu vas essayer de tester des choses, mais si elles font déjà des choses, c'est quoi ton principe, le côté, je veux voir le côté horloger chez toi, tu vois, comment tu D'accord. décomposes les Ok. process, tout ça. Alors, c'est une question que je vais répondre à plusieurs étapes parce qu'il y a effectivement deux cas à distinguer, la personne qui se lance et la personne qui est déjà Ouais, lancée, qui a c'est déjà. ça. Donc, moi, je me concentre sur les gens qui ont déjà vendu leur offre. D'accord? Ils sont déjà experts, entre guillemets, de ce qu'ils font, c'est peut-être pas forcément les meilleurs. On va prendre ce cas-là. On pourra traiter peut-être après les débutants. Avec C'est plaisir. vraiment très distinct. Donc moi, ce que je fais, je vais partager le process que j'ai chez nous et ensuite je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc nous, ce qu'on fait toujours, il y a toujours l'appel de vente qui est super important parce que c'est là où on va déjà voir si la personne est qualifiée ou pas. D'accord? Donc je passe un peu le process de vente, on pourra revenir de près. On fait toujours un audit. Un audit qui prend deux dimensions en cours. La dimension business, OK, Cédric, tu as combien d'appels de vente par mois? Tu as combien de leads? C'est quoi les objections récurrentes? Est-ce que tu as les transcripts de tes appels de vente? Donne-moi accès à 10 appels de vente closés, 10 appels de vente non closés. Euh, voilà, et on a à peu près 140 questions, d'accord, dans l'audit. Ok. Donc, tout est listé dans un Google Sheet avec des classes, etc. Pôle vente, pôle acquisition, pôle marketing, etc. Pôle offre. C'est quoi les revenus de ta boîte en général sur les 6 derniers mois? C'est quoi le profit? Bref, on capte de la data. Donc, on a une approche rationnelle, les chiffres. D'accord? Toujours les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et si le client n'a pas les chiffres, d'accord, on va se laisser un temps, on va reposer un peu les attentes de l'accompagnement en disant, écoute, on n'a pas de chiffres sur ton business, donc on va prendre un temps supplémentaire dans cet accompagnement pour brancher des chiffres et regarder sur 2, 3, 4 semaines quels sont les chiffres. D'accord? Parce que sinon, Ok. on peut pas avancer, en fait. Donc, on va prendre ce temps nécessaire. Ça va décaler d'un mois tes résultats, mais c'est nécessaire. Donc, il y a une approche rationnelle des chiffres par le business. Ensuite, il y a une deuxième approche qui est la dimension personnelle. Donc, les gens ont un call avec moi, d'accord, que j'appelle souvent un call de clarté. Donc, c'est pour reposer le cadre de l'accompagnement. C'est OK,
Aujourd'hui, par exemple, Cédric, tu es dans un marché niché. Il va falloir envoyer du volume, d'accord? Il va falloir se nicher, il va falloir te mettre en responsabilité par rapport à tes résultats. C'est toi qui vas créer tes résultats et pas moi. Moi, d'accord, je vais être l'horloger qui va te donner l'accès à la machine. Mais la machine, tu peux très bien soit l'acheter par la fenêtre, soit l'utiliser à bon escient. Donc, il y a une phase de cadrage mindset. Et il y a une deuxième phase aussi, enfin, dans cette partie personnelle, qui est avec Charline, qui est le typage de personnalité. Donc, il y a 16 grands types de personnalités suivant le modèle MBTI, qui est en plus une version légèrement améliorée qu'on a d'un chercheur qui s'appelle C.S. Joseph. Et donc, on va identifier la personnalité de cette personne. On va regarder quel est son focus d'un point de vue conscient, inconscient, super-ego. Voilà, si les gens connaissent un peu ces termes-là, vous pourrez regarder sur Internet, tout est expliqué. Et par exemple, il y a des gens qui vont être naturellement forts en vente. D'accord? Par exemple, là, j'ai François Béag que j'ai onboardé, qui est pour regarder sur LinkedIn. Lui, naturellement, c'est un profil qui est super bon en vente. Super connexion, mais dans son typage de personnalité, on a remarqué aussi qu'il y a des blocages émotionnels. Donc, on va travailler un petit peu les blocages. On va travailler l'accès, enfin, on va amplifier le côté vente parce que c'est sa zone de génie. Donc, ça va être un focus principal. Donc, après, on a une roadmap, d'accord? Une roadmap avec ce qu'on appelle des livrables. Donc, on a toute une gestion de projet. On a par exemple, dans tous les process, par exemple, si la personne a un tunnel de vente et qui convertit qu'à, je sais pas, 10% si c'est du service, eh ben, voilà comment faire en sorte qu'il convertisse à 20%. Il faut mettre tant de séquences mail, il faut faire ça. Donc, tout est processisé. Et dans nos livrables, on va choisir, OK, bah, Cédric, on a vu son point de vue perso, on a vu son audit. Bon, bah, qu'est-ce qu'il lui faut? Son tunnel, il est pourri, donc on va améliorer ses séquences mail. On va revoir la headline. Sa VSL, elle n'est pas du tout alignée avec son marché, donc il faut qu'en plus, elle ressemble au copier-coller de 50 000 autres entrepreneurs. Donc, on va essayer d'apporter l'unicité pour qu'il se démarque. On va revoir Ah sa ouais, promesse. Tout, on coche et ensuite on attribue la roadmap. Donc, avec des tâches sur Notion, avec des rappels, etc. On fait des sprints aussi en interne pour ceux qui connaissent en gestion de projet. Bref, donc ça, c'est plus la partie comment est-ce que nous on travaille. Maintenant, l'acquisition, je vais la résumer de manière simple. C'est déjà, il faut extrêmement bien connaître son avatar client. Je mets le mot extrêmement, d'accord? Donc, la problématique de ceux qui vont nous regarder potentiellement, c'est que vous ne savez pas comment communiquer votre valeur à votre marché. ouais. Normalement, prenons Cédric et prenons Cédric 2.0, d'accord? Vous faites tous les deux un post LinkedIn sur le même sujet. Il y en a un qui fait 100 000 impressions et il y en a un qui fait 1000 impressions. Quelle est la différence? Bon, il y a l'algorithme, bien sûr, mais il y a probablement les mots qui sont choisis. Parce que les mots vont faire développer certaines émotions et vont faire en sorte que les gens se disent, ah, il m'a compris parfaitement. Et donc, la meilleure manière de commencer à faire de l'acquisition, c'est ce truc où est-ce que tu es un expert, tu lis le texte ou tu écoutes cet expert et le mec a diagnostiqué et trouvé ton problème avant que tu lui en parles. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une grosse compétence copywriting pardon, je dis mal en anglais, Oui, mais t'as compris. Copywriting en méta, quoi. Parce que tu peux 100%. très bien connaître ta cible, mais en fait, moi, je suis pas un bon copywriter. Je me débrouille, mais je sais que je peux faire mieux. Et du coup, il y a peut-être cette compétence à développer aussi. Il y a une grosse compétence copywriting ou alors du moins une grosse compétence communication. D'accord? Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est se dire qu'à chaque fois que je parle à mon marché, je parle de ses problèmes. Le mec, hein, par exemple, les gens qui sont des agences et qui veulent passer de 10K à 30K par mois, je sais ce qu'ils veulent. Je sais parfaitement ce qu'ils veulent. Donc ça simplifie déjà mon travail parce que je sais qu'ils veulent plus d'appels de vente, plus de leads qualifiés. C'est tout. C'est ça qu'ils veulent. Ouais. D'accord? Ils sont conscients de ça. Maintenant, ils ne sont pas conscients qu'ils ont plein d'autres problèmes. Par exemple, ils n'arrivent pas à structurer, ils ont un profil de Mhm. merde, ils n'arrivent pas à recruter. Bon, bah ça, c'est des problèmes dont ils ne sont pas conscients. On les éduquera plus tard dessus dans l'accompagnement ou dans le reste de notre marketing. Donc, il y a déjà comprendre son avatar et parler à ses besoins et à ses désirs dont il est conscient. Ouais. Je redis le mot conscient. Très important. Que si tu Ouais. dis au mec, je vais t'apprendre comment faire une vidéo YouTube alors que le mec s'en bat les couilles, bon, bah, tu ne parles pas réellement bien à ton marché. Donc, communiquer sur ce que veut le client. Ensuite, c'est sur l'acquisition. Bon, bah, il y a deux types d'acquisition, l'acquisition à froid et l'acquisition à chaud. Et en plus de ça, il y a encore deux sous-parties qui sont le inbound et le outbound. Donc, froid, la personne ne me connaît pas. Cédric, on se voit la première fois. Ok, Cédric, tu t'appelles comment? Qui t'es? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est du froid parce qu'on ne se connaît pas. Chaud, c'est on se connaît, on rigole, je connais tes problématiques, tu connais les miennes. Enfin, il y a déjà un échange qui est chaud, qui est réchauffé. Et tu as potentiellement aussi un besoin sur lequel tu es déjà alerte que j'ai une solution. Donc, il y a un niveau de conscience et de chaleur qui est plus élevé. Mm. Après, tu as l'inbound et l'outbound. L'inbound, c'est les prospects viennent à moi sans que j'ai grand-chose à faire. Et l'outbound, c'est moi qui vais chercher des personnes. Souvent à froid d'ailleurs. Ouais. On peut aussi chercher des gens à chaud, des personnes qui s'abonnent sur votre compte Instagram.
Dans ces stratégies, on va avoir plusieurs grandes stratégies. Par exemple, la stratégie de la guilde, c'est j'ai un service et je vais avoir des affiliés, des personnes qui vont vendre le service à ma place. C'est Et du dur ça. coup, c'est très dur. C'est généralement une étape quand on est déjà bien avancé. On a par exemple 24 heures dans une journée. Là, grâce à l'affiliation, on a 24 heures d'acquisition multipliées par le nombre de personnes. Donc, si je faisais 8 heures d'acquisition par jour et que j'ai d'autres personnes qui sont des affiliés qui font 8 heures aussi par jour, je peux avoir 164 heures de travail d'acquisition en une journée. Intéressant ça. Je l'avais pas vu comme Ça- ça. Donc, un exemple de la stratégie d'affiliation, voilà. Il peut y avoir la prospection. Les gens détestent la prospection. La prospection, c'est simple. Cédric, tu as rencontré ta femme. Comment est-ce que tu l'as rencontrée? Bah, vous avez fait de la prospection. Par exemple, je ne sais pas si vous étiez sur Tinder à l'époque, peut-être pas, mais c'est ça. J'ai été lui parler, Tu as été pas lui sur parler, Tinder, donc tu mais as fait de j'étais la lui parler, ouais. prospection. On est d'accord. Effectivement, effectivement, complètement. Et tu as fait de la vente parce que tu l'as closé sur le fait d'être ensemble. D'accord? C'est vrai. Donc, donc la Belle prospection, c'est analogie. ça. Non, mais je suis d'accord. Je partais sur l'aspect prospection, c'est créer du lien, aller parler. C'est ça. Créer avec le bon état d'esprit, donc en étant de préférence, si c'est possible, dans l'abondance, d'apporter beaucoup de valeur aux gens sans rien attendre en retour et de bien cerner ce qu'ils communiquent. D'accord? Gestion d'objections aussi très important, hein, donc apprenez la vente pour ça. Prospection, création de contenu. La création de contenu, et là je vais faire une disclaimer, c'est que les gens se plantent sur la création de contenu parce qu'ils croient que ça va être facile. La plupart Hmm, des gens qui font de la création de contenu font 0 € quand ils commencent parce que c'est du temps long. Donc, absolument. dans le contenu, enfin, vraiment dans l'acquisition, il y a aussi une autre dimension, c'est le temps court et temps long. Temps court, c'est je vais prospecter et je peux trouver mes premiers clients en 20 jours. Temps long, ça va être le contenu. Ça peut prendre 6 mois, 1 an à se lancer pour avoir mes premiers clients en automatique. Donc, déjà bien comprendre ce système-là. Et après, pour rebondir sur des choses un peu plus concrètes, là, je n'ai pas effleuré toutes les stratégies de contenu. On pourra parler un peu C'est plus déjà pas mal, hein. les stratégies d'acquisition. Il y en a une infinité. J'en connais plein, je connais même des trucs dont personne ne parle sur YouTube et je pourrais en parler Ok. après avec grand plaisir. Ouais. Mais donc il y a ça. Sur l'acquisition, après, c'est que des chiffres. À combien de personnes je pose mon contenu par jour? À combien de personnes je parle? Hmm. Combien de personnes ont opt-in dans mon funnel? Donc par exemple, combien de personnes sont inscrites à mon groupe Facebook, à mon tunnel, etc. Leur niveau de qualification et le contact pour les amener en rendez-vous. Donc là, je parle plus pour du service. Si c'est des produits, c'est différent, d'accord? Ouais. Combien de visites par jour, quel est le panier moyen, etc. C'est que des chiffres. Et comment est-ce que j'optimise chaque étape de ça pour pouvoir avoir plus de clients? Donc les prestataires de services qui regardent cette vidéo, généralement, s'ils font entre 0 et 3 000, 4 000 € par mois, il faut qu'ils envoient un peu plus de volume, mais surtout qu'ils apprennent la vente. Parce que l'acquisition est très liée à la vente. Ça ne sert à rien d'avoir plein de leads si tu ne sais pas les convertir. Donc la vente, il y a tout un travail à faire de démystification de la vente. La vente, c'est mal, la vente, c'est pas bien. J'ai pas envie de forcer quelqu'un. Il y a un travail à faire là-dessus. Là, j'ai vu un peu la version Hmm. générale. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait traiter. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah bah tu nous as fait une masterclass, c'est super, merci. T'as tout balayé et effectivement on pourrait creuser à chaque fois, mais je vais en Ouais, creuser quelques-uns parce que c'est super. Enfin, pour ceux qui écoutent, le panel enfin tout est là quoi, hein. Tout est dit. Connaître son marché, connaître son ouais, avatar, aller parler, faire du contenu, s'exposer, les chiffres, avoir un CRM, effectivement, tenir et très amplifier ce important. qui fonctionne. Ça. D'ailleurs, question, t'as dit, j'aime bien parce que t'as dit, en prospect, son premier client en prospection, ça pourrait durer, ça peut être 20 jours, peu importe, et en création de contenu, c'est sur du temps long, 6 mois, 1 an. Aspect prospection, tu penses qu'il faut envoyer c'est quoi le volume selon toi pour avoir son premier client? Imaginons que j'ai Mhm. un produit, c'est bon, j'ai un MVP comme on dit, enfin un produit, ça vaut ce que ça Mhm. vaut, mais j'ai une Ok. prestation à proposer en high tickets, ok, à Mhm. 1005, 2000, peu importe. Je vais sur LinkedIn par exemple, ou sur Instagram, peu importe. Mhm. Attends, le prérequis c'était, et puis mon avatar, je le connais, j'ai une cible, etc. Tu penses qu'il faut envoyer combien de messages, si tant est qu'il soit assez malin, pour que ça commence à avoir des premiers signaux, premiers résultats? Alors moi, j'aborde cette question-là toujours de la même manière. C'est, il y a il y a deux choses. Déjà, ça va dépendre de ton marché. Est-ce que tu es sur un marché saturé ou un marché de niche? Si tu es sur un marché de niche, et bien ciblé sur un marché de niche, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin d'envoyer généralement beaucoup de prospection parce que tu envoies par exemple 10 messages ultra personnalisés, tu peux signer 5 clients.
D'accord? Ouais, je suis d'accord. Parce que le marché est niché, parce que tout est personnalisé. C'est sur un Absolument. marché où est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, là, il faut faire du volume. C'est, Et c'est- il y a pas de vraiment de. En fait, tu peux faire 10 messages personnalisés par jour et avoir des résultats. Et tu peux faire 100 messages pas du tout personnels et avoir des résultats aussi. C'est Et juste que. l'inverse est vrai aussi, hein, sans résultat personnalisé, enfin, message personnalisé sans résultat, mais Tout ça à fait. dépend beaucoup, comme tu le dis, Tu as tout de la compris. niche, quoi. Aussi, Ouais, est-ce que je suis vraiment niché? Est-ce que je réponds à un vrai besoin? c'est Moi, chez ça. les coachs que j'accompagne, tu sais, les coachs, tu te connais, peut-être que tu connais un petit peu ce marché, tu as dû en accompagner sûrement, puis Ouais, t'en as vu. La première problématique que je rencontre, c'est la difficulté de se positionner, de se nicher, de tu as cibler. tout Et, compris. et c'est super dur. Et on est toujours sur, bah, je suis coach. Non, peut-être qui vraiment va plus loin, va Voilà. plus. Mais c'est vrai que c'est un. Je suis d'accord avec toi. Plus je descends dans la niche, plus j'augmente mon pourcentage de réussite. Pourtant, c'est contre-intuitif, parce qu'on a l'impression qu'on se prive des portes. Mais non, au contraire, Au contraire. j'élargis justement la possibilité de conclure, puisque la cible, elle sait, comme une rencontre amoureuse, effectivement, ça match tout de suite, quoi. Tu as tout compris. Et là-dessus, par exemple, j'accompagne les femmes de lumière à se reconnecter à leur soi intérieur. Ça veut rien dire. Ouais. D'accord? Ça veut Ouais. rien dire du tout. Peut-être que ça fonctionne quand tu as 300 000 abonnés parce que Ouais, je tu vois. fais du large. Maintenant, j'accompagne les femmes qui ont la crise de la quarantaine avec des enfants et qui sont seules à la maison à passer cette phase difficile de leur vie, par exemple. Ouais, J'invente ouais, bien sûr, complètement. bien sûr. C'est Non, mais spécifique. c'est spécifique, ouais. Et c'est ouais, c'est ce que je dis beaucoup aux personnes, c'est que si tu veux t'orienter plutôt problème large, ok si tu veux, mais du coup intensité marketing x 10 quoi. Donc tu es tous les jours sur les réseaux, tu balances du contenu et puis et t'attends quand même un petit peu quoi. Et il faut être très fort parce que les posts viraux, comme tu dis, les 100 000 vues, déjà c'est de plus en plus dur. Et puis Ouais. bah c'est 1 sur 1000 quoi. En général, il y en a qui sont forts, il y en a qui arrivent, mais il y en a pas beaucoup quoi. C'est du volume. De toute façon, les personnes qui regardent ce podcast, si elles veulent regarder, j'ai fait aussi d'autres podcasts où ce que je redis, de toute façon, je vais redire toujours la même chose, c'est une notion de volume. C'est en fait, comment est-ce que je peux tendre? Je ne dis pas qu'il faut le faire dès le jour 1, d'accord? Si vous pouvez le faire, c'est bien. Comment est-ce que je peux tendre pour faire 100 actions de prospection Ouais. ou poster 100 contenus par jour? Alors oui, 100 contenus par jour, c'est quasiment impossible. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Instant Bollywood, je crois, c'est une page indienne qui pendant, je ne sais plus combien de temps, il que je regarde, je crois que c'était pendant 2 ans, je ne sais plus. Bref, ils postaient 100 fois par jour. 100 fois. 100 fois Wow. par jour. Vous pouvez regarder, ils ont été interviewés par MrBeast, qui est très connu aux États-Unis, Ah et ben, ils ont, je crois, 124 000 publications sur leur compte Instagram. C'est absolument délirant, oh mais ils ont l'algorithme. 30,6 millions d'abonnés. Donc, il y a une Non. corrélation directe entre le nombre de posts qu'ils ont fait et les résultats qu'ils ont eu. Ah ouais, bon, c'est le marché indien, c'est normal, non, je plaisante. Euh, Et le pire, c'est qu'ils postent beaucoup aussi en anglais, donc il y a le marché anglophone, donc c'est Ah encore plus ouais, large. Mais 100 par jour. il faut juste comprendre. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire jour Oui, oui, 1. non, non, mais c'est pour donner la dimension, ouais, bien sûr. C'est comment est-ce que je peux tendre sur le long terme. Nous, par exemple, le gros focus en ce moment avec The Machine, c'est comment est-ce que je vais multiplier par 10 mon volume. Donc, par exemple, là, moi, je produis assez peu de contenu parce que je n'ai pas forcément besoin. Mais là, on est en train de construire notre machine, là, donc d'acquisition de contenu. Et on a produit 536 posts, par exemple. Et là, on va essayer de poster une fois par jour, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis 10, d'accord, Sur des sur une plateformes multitude de différentes? comptes. Ouais, on Ok. a une Ah, de trentaine de comptes? comptes. Ouais, on a Ah, une des trentaine comptes de comptes. carrément. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? 5 comptes Facebook, 5 comptes Instagram, une chaîne YouTube, 2 comptes TikTok, les comptes Facebook personnels, les pages Facebook qui sont encore des choses différentes, les stories, Non, mais ça, X, LinkedIn. c'est la première fois que j'entends ça. C'est marrant. Enfin, la première fois. Je l'avais un peu deviné, mais c'est quoi? Ça fait partie d'une stratégie de développer carrément les comptes pour C'est avoir ça. plus Parce que, d'impact? alors, je ne le recommande pas du tout pour des débutants. Pour ceux qui, par exemple, si vous suivez Jeremy Coleman, lui, il parle du One Place Funnel et je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut se concentrer parce qu'il s'adresse souvent à des débutants, des freelances, Ouais, des gens. Voilà. qui démarre, ouais. Euh, voilà. Bon, focus sur un réseau social, ça marche très bien. D'accord? Là où est votre cible? Bon, nous, à notre échelle, on sait que si on a déjà testé, on a déjà fait des tests dessus, que quand on fait du volume, on poste un peu de contenu. On avait testé sur une semaine. On a supprimé les posts entre-temps. On poste. Il y a une corrélation directe entre le nombre de plateformes et de contenus qu'on poste avec le nombre de leads qui rentrent dans le funnel. C'est mathématique. Donc, vu qu'on a compris ce qui fonctionne et qu'on connaît très bien notre avatar, bah, en fait, on va juste faire du volume. Donc, qui dit par exemple 100 contenus publiés par semaine dit X leads. Qui dit X leads dit X nombre de qualifiés, dit tant de calls qualifiés, tant de ventes en fait.
Et comment tu Donc, fais, comment tu déploies ces 100 contenus par semaine, par exemple? T'as des gens avec toi? Enfin, t'as des, du coup, pas Guillaume, ouais. non, tu parles de quelqu'un d'autre, mais Alors, Guillaume, j'ai Francky et j'ai Anso. Bah, là, justement, on avait une réunion juste avant ce podcast par rapport à ça. Donc, je vais vous donner les outils parce que globalement, moi, voilà, c'est très difficile à mettre en place. Donc, je sais qu'en donnant ça aussi, les gens vont avoir quand même du mal à le mettre en place. Donc, développer une infrastructure sur Airtable, qui est un ouais, logiciel qui permet déjà d'automatiser beaucoup la gestion de contenu. Donc, en gros, ça nous permet de produire beaucoup plus vite, que ce soit dans l'itération des idées. On a une base de données d'idées. Qu'ensuite, grâce à l'IA, on nous propose des débuts de script que nous, ensuite, on va compléter à la main, qu'on va refaire valider et qui ensuite, on va en produire des contenus. Par exemple, ça peut être une vidéo YouTube de 15-20 minutes. Cette vidéo YouTube va être redécoupée dans des shorts. Ces shorts vont être extraits pour en faire des textes, par exemple sur LinkedIn, en story, etc. Et après, plus tard, on pourra reprendre ces idées. Enfin bref, c'est infini. Bon. Donc, on a développé ça. À côté de ça, on a connecté un logiciel qui, en fonction de ce que vous prenez, il peut coûter entre 60 et 300 euros par mois, qui s'appelle OneUp. ok, Et OneUp permet de connecter un nombre incalculable de comptes. Vous pouvez connecter 10 comptes LinkedIn, 50 comptes Instagram, ok. 500 comptes Facebook, bref. Et en un clic, vous choisissez le post que vous voulez mettre, texte, image. Vous choisissez tous les comptes que vous voulez. Vous pouvez choisir par catégorie, par exemple. Vous cliquez, ça envoie sur toutes les plateformes. Ah oui. Donc, c'est une notion encore de volume. On est là. Mais ça demande aussi l'infrastructure en arrière-plan. Il faut envoyer du pâté, quoi. Ah ouais, ouais, bah ouais. Non, mais c'est que tu peux pas faire ça tout seul avec ton téléphone chez toi, sur ton canapé. Là, il y a du. Si tu bosses 8 heures par jour et que tu n'as pas de clients à livrer derrière, oui, ça peut Ouais, c'est être ça en fait. faisable. Surtout si t'as pas de client à livrer, effectivement, tu pourrais. Voilà, c'est ça. Et ouais, bah écoute, c'est super intéressant. C'est quoi les stratégies de contenu que tu voulais nous dire et que les stratégies d'acquisition, toutes les stratégies d'acquisition, tu disais à un moment donné. Ah, il y en a un sacré paquet. En fait, je vais te retourner la question par rapport à ton audience. Qu'est-ce qu'ils testent et qui ne fonctionne pas actuellement pour eux? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, la création de contenu, ok. Aller parler à des personnes, ça c'est moi, j'axe beaucoup mes accompagnements là-dessus. Je leur dis Ouais. toujours, vous allez parler à des gens pour les raisons qu'on a évoquées. Ok. Connaître son marché, progresser, apprendre des choses, etc. Faire améliorer son offre au gré de ce que la réalité nous renvoie, etc. Ok, ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est pas évident pour eux, mais bon, Hmm. je les force à y aller. Après, bah, il y a le côté masterclass, il y a le côté faire une newsletter, il y a le côté créer un podcast aussi. Il y en a qui se lancent dans mon accompagnement. Il y a le côté créer un lead magnet avec un tunnel de vente automatisé. Alors moi, je parle pas de tout ce qui est affiliation ni SEO Ok. parce que là, c'est encore autre chose. Ouais. Mais principalement, c'est ça. Moi, c'est la pub. Pareil, j'en parle pas de la pub parce que pour moi, c'est des niveaux plus avancés la pub. Ouais. Clairement. Ça peut être un super accélérateur, mais au début, ça sert à rien selon moi. Hmm. Donc voilà, ça veut vraiment un contenu, newsletter, podcast, prospection et aller tunnel de vente avec une magnet pour ceux qui arrivent jusque-là, qui sont assez avancés. Ok. Principalement, c'est comme ça que je vois les stratégies d'acquisition. T'en vois d'autres? Après, il y a les supports Ouais. de communication, YouTube et compagnie, hein, mais Il y a beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de traiter par ordre. Déjà, les publicités, ça peut fonctionner pour des débutants, mais la principale utilité des publicités pour les débutants, c'est de tester des messages marketing et votre offre. ouais, D'accord? Voir s'il y a des leads qui rentrent. S'il n'y a pas de leads qui rentrent en dépensant 90 euros sur une petite campagne avec différentes créatives, donc des pubs différentes, bon, c'est que votre message parle à personne. exact. Vous n'êtes pas assez niché. Ensuite, sur les stratégies d'acquisition, il y en a une multitude. Je vais vous en donner une par exemple, mais un truc qui a bien fonctionné pour certains prestataires de services, c'était qu'ils scrapaient, donc c'est-à-dire qu'ils récupéraient sur Internet des emails de personnes dans leur niche. Donc il y a des bases de données spécifiques, par exemple pour les agences immobilières, pour les personnes qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Et ensuite, une stratégie qui avait bien fonctionné, moi j'avais testé pour moi, donc ça avait bien fonctionné, mais les personnes étaient assez froides, donc ça demande de les réchauffer un peu, c'était de les prospecter par Google Calendar. Donc, ils ont patché le truc entre-temps. Mais en gros, il y avait 100 emails. Tu créais 100 invitations Google Calendar avec un faux événement, par exemple, rendez-vous avec Jean-Pierre, je sais pas quoi. Et dans la description, tu marquais: Salut, on ne se connaît pas, j'ai récupéré ton email à tel endroit. Est-ce que ça t'intéresse qu'on discute? On aide les agences comme toi à faire X, Y, Z. Ah ouais, Voilà. Et on bouquait des calls. ah ouais, ça Donc, c'est mais ça, agressif, c'est un ça, non? truc. Alors, c'est agressif, effectivement. Ça donne des résultats pour nous, pour certains clients, Ah ouais, certains profils spécifiques. Là, ça ne fonctionne plus. D'accord? Enfin, ça fonctionne, si, mais c'est très laborieux, c'est très chiant, ouais, etc. Pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'en fait, on en revient à un principe que je donne, que la plupart des gens enfin, ne l'ont peut-être pas constaté. Moi, je l'ai constaté en danse et dans le business. C'est que tu regardes ce que fait tout le monde et tu fais l'opposé. ah ouais, d'accord. Donc, Tu vois quand ça moi, comme par ça, exemple, ouais. j'arrive dans un accompagnement et qu'on me dit, OK, fais ça,
je vais le faire parce que je sais mettre mon ego de côté, je sais être coachable. Mais je me pose la question également en arrière-plan, est-ce que si je fais l'opposé, je vais avoir plus de résultats? Ok. Truc con, tout le monde dit, enfin, je vais faire une caricature, mais je vois énormément de community managers, d'assistants virtuels se lancer. C'est toutes les mêmes pages, c'est des jolis carousels Canva avec une photo d'elles qui parlent de leurs tarifs, qui parlent de leur histoire. Voilà. C'est tout le temps les mêmes posts. Je vais sur Facebook, je vois 50 fois des posts de la même chose. Un hook, une histoire et un appel à l'action. D'accord? Ouais. Comment est-ce que je fais pour faire l'opposé de ces personnes-là? Ce qui veut dire que si je fais l'opposé, évidemment, il faut que ça parle à ma cible, hein. Euh, je vais complètement me séparer de la masse. Et par exemple, Jeremy Coleman est très fort pour le faire parce qu'il a compris. Parce que lui, il était pareil que les autres marketeurs. Avant, il promettait de faire 10 cas par mois, etc. Enfin, je ne sais plus quel était son message. Mais il a compris qu'il y avait une sursaturation. Il a dit, je vais prendre le chemin inverse. Hmm. Je vais promettre des réussites normales. Mais il y a lui, mais il y en a plein d'autres qui font ça, qui ont un message différent. Et moi, par exemple, ça m'est arrivé aussi parce que dans mon marketing, je vendais le résultat et en fait, j'ai arrêté de faire comme tout le monde et je me suis dit, OK, je vais mettre plus en avant quelque chose qui me parle, c'est la transparence. Donc moi, je donne tout gratuitement, d'accord, dans mes accompagnements, dans mes échanges. Par exemple, l'échange qu'on a aujourd'hui, l'échange qu'on pourrait avoir en présentiel avec des gens. Je donne tout sans restriction. Je dis quels sont mes chiffres, je le montre, d'accord. J'ai un funnel sur Instagram s'il est encore actif au moment où vous regardez cette vidéo. Vous cliquez dans le lien en bio, vous voyez combien j'ai encaissé sur un mois. On voit que j'ai, je sais plus, 25 ou 26 000 euros d'encaissé. Donc, je montre les virements. Quand c'est des clients avec lesquels voilà, c'est un petit peu touchy, je ne montre pas les infos. Mais quand c'est des clients qui sont, voilà, ils sont de notoriété publique, ils ont un branding, je montre le nom, le prénom, il y a le nom de la société. Donc, il n'y a pas de souci. Parce que personne ne le fait. Donc, du coup, tout de suite, ça crée un rapport d'inversion et de séparation de la masse. Ouais, c'est intéressant. Océan bleu, océan rouge, pour ceux qui connaissent un peu les Ouais. films. Voilà. Comment t'as switché? Moi, j'aime bien j'aime beaucoup le côté je donne en abondance. Comment t'as switché ça? Qu'est-ce qui a fini d'ancrer ta conviction que c'est ça qu'il faut faire, à savoir donner en masse, quoi. Ok. Euh, je pense que c'est vraiment le côté analyse. En gros, j'ai identifié, j'avais lu un bouquin, le bouquin d'Alex Hormozy sur les offres à 100 millions, et il disait, identifiez le 20% de clients qui vous payent le plus, qui sont le moins chiants et qui ont le plus de résultats, et concentrez-vous que sur eux. Et bon, lui. Et j'ai regardé ça, je me suis dit, attends, est-ce que je peux pas faire ça pour d'autres choses? Donc j'ai regardé, je fais, OK, euh, quel est le process qui apporte le plus de résultats, avec le moins d'efforts, et qui me satisfait? Donc j'ai regardé, donc j'ai identifié, j'ai beaucoup itéré, ça a pris plusieurs mois, hein, c'était Ok. pas comme ça d'un coup. Je dis, ah, mais en fait, j'ai trouvé quels sont les points communs. C'est que je vois quelqu'un, je lui mets pas de pression pour lui vendre, je discute avec lui, naturellement, comme je discuterais avec un pote. Je lui donne énormément de valeur dans mon call de vente. Il sait que c'est un call de vente. Il sait que c'est un call de vente parce que de toute façon, j'ai posé le cadre. Je lui donne tout. Bon, je le coach aussi un petit peu, je pose des questions de vente. Enfin, je ne vais pas lui dire que je suis en train de lui vendre quelque chose, clairement. D'accord. Quand il est qualifié, qu'il a passé la phase de qualification, quand il est en R2, en deuxième rendez-vous de vente. Mais en apportant énormément de valeur, je crée de la bonne volonté. Cette bonne volonté fait que la personne démarre chez moi. Et je suis juste revenu à un principe de base de la psychologie qui est le biais de réciprocité. Bien Donc, sûr. j'ai relu les phases de influence et manipulation de Robert Cialdini. Très bon livre. J'ai vu ça, j'ai fait OK. Bah, en fait, ça fait sens parce que c'est exactement ce que je vois dans Robert Cialdini avec donner, d'accord? Donner, donner, donner. Et ensuite, après, tu reçois pour ceux que ça intéresse. Et j'ai fait ça. Et bah, dernière conférence que j'ai fait une conférence dans un club privé qui s'appelle l'Utopie Business Club, avec qui je suis partenaire. Et ils avaient des problèmes d'acquisition. Donc, je dis, bah, écoutez, je peux faire un pitch de 1h30 où je vous donne tout. Et donc, premier truc, je montre mes résultats pour leur dire, bah voilà, je suis légitime pour vous parler de ça. Je leur donne tout, je réponds à toutes les questions. Je fais du personnalisé en live avec eux. Je suis pas en train de faire un grand discours de 1h30 où je parle tout seul. Et à la fin de ce call, cette conférence m'a rapporté 4 000 euros cash. Parce que j'ai Ouais, quelqu'un à la fin qui est venu et qui a démarré avec moi. ouais, bien sûr. On était 10 dans la salle, quoi. Ouais, t'as pas peur de t'épuiser en faisant ça? Non, parce que. Alors, ça dépend. T'es épuisé dans quel sens? À une époque, je faisais, moi aujourd'hui à une époque, je faisais beaucoup d'appels comme ça, appels de vente en mode, je cherche même pas à vendre, juste viens, je te donne, Ok, et puis à la limite presque, je dis bien presque, je te parle presque pas de ce que je fais, presque, hein. ok. Et en fait, je me suis aperçu que c'était épuisant, mais peut-être parce que c'était pas assez qualifié. Enfin, il y avait Ok, j'en ouais. pouvais plus quoi. Et aujourd'hui, du coup, moi, dans ma démarche, c'est de dire, bien sûr que je donne, bien sûr que je coach,
Mais par contre, tu le sais, c'est transparent, je te parlerai de mon offre à la fin. Et je t'en parlerai et je te demanderai ce que tu en penses. Ok. Mais vraiment, pas dans une logique de vendre ou dans une logique Mhm. d'avoir peur de perdre le client, c'est pas ça. C'est plus dans une logique de justement d'éviter le côté donné comme ça. Et puis en Gratteur de fait, gratuit, ouais. ouais, tu vois, mais peut-être parce que j'avais pas la bonne. Je pense que peut-être que s'il faut aujourd'hui, si je le refais, tu vois, parce qu'il y a aussi le côté de processus vivant, tu sais. On Ouais. progresse, on avance, et peut-être qu'à un moment donné, ce qui n'a pas marché va marcher peut-être plus tard. Euh, Ah, en fait, pour bien reclarifier pour les auditeurs, je fais pas un call où je donne tout gratuit, dans le sens, c'est vraiment un call où je te donne tout et c'est tout. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui pose quand même un gros cadre. ouais, Par voilà, il y a exemple, quand même un cadre, ok. bah, je te donne le process en gros. R1, rendez-vous, je qualifie la personne, je pose des questions sur ses finances, je suis très direct dessus, je perds pas mon temps avec des personnes qui n'ont pas les finances et qui ne sont pas qualifiées. Donc globalement, ok, tu as combien en trésorerie sur ton compte bancaire, es prêt à investir combien, est-ce que tu as déjà investi ce montant, si je te promets, si on a de plus grande chance de faire des résultats, est-ce que tu es prêt à investir plus. Qu'est-ce qui ferait que tu investirais moins? Toutes ces questions-là, d'accord? Après, je clarifie le décisionnaire, enfin, je pré-démonte toutes les objections. Ensuite, je qualifie donc l'objectif, les besoins, pourquoi moi, pourquoi pas un autre, bref. Donc là, on est vraiment dans un process de qualification et de pré-démontage d'objections. Dès que cette personne a validé ces étapes-là, d'accord, soit je rebook un deuxième call, soit je fais tout en un seul call, et à ce moment-là, là, je lui apporte de la valeur parce que je fais ce qu'on appelle un audit. Et dans cet audit, je ne passe pas 1h30 à discuter avec elle. Hmm, Ça dure 15-20 minutes. ouais. Mais dans ces 15-20 minutes, je suis extrêmement précis par rapport à ces situations, par rapport à ces chiffres, parce qu'on rentre ces chiffres dans son business, on regarde, je dis, bah, tu vois, là, par exemple, là, tu n'as pas testé assez de publicité. Là, ton coût par clic, il est bien trop élevé parce que justement, là, je pense que tu t'adresses mal à ton marché. Voilà. Je lui donne quand même de la valeur. Ok, je comprends mieux. Il y a le cadre, Après, quoi. il y a un cadre. Il y a un cadre et surtout, au bout d'un moment, si je sens que la personne, je peux l'aider, qu'elle est satisfaite de cet échange et qu'elle veut aller plus loin, donc je lui pose la question de but en blanc. Je dis, écoute, est-ce que dans ce call, tu ressens que je suis la personne qui pourrait t'amener à ton résultat désiré? Oui, non, ok, parfait. Est-ce que ça te ferait plaisir que je te partagerai les offres qu'on a pour aider des personnes comme toi à faire X, Y, Z? Oui, donc la personne m'a validé, oui, qu'elle a Hmm, besoin et hmm. qu'elle veut. Donc là, je peux lui faire le pitch. Donc je pose quand même du cadre. Là, par contre, où je vais tout donner sans restriction, c'est dans mes échanges en présentiel, en networking, sur YouTube, en discussion en DM. Évidemment, donc c'est beaucoup de marketing aussi qui doit jouer en amont. Ouais, bien sûr, ouais. C'est quoi qui marche le mieux pour toi aujourd'hui en marketing? Alors, juste pour clarifier, je ne suis pas le meilleur en marketing parce que c'est Guillaume qui s'en occupe chez moi. Hmm, Donc, je pense qu'il faut être très connecté à ce qu'il y a sur le marché. Donc, vous pouvez regarder, il y a les 5 niveaux de conscience des prospects de Eugène Schwartz, mais il y a aussi un tableau qui est un peu moins connu de lui. C'est les 5, oui, c'est bien ça, les 5 niveaux de sophistication du marché. Et là, on est à peu près à l'étape 4. L'étape 4, c'est que bah, tout le monde a vu des offres sur faire 10K par mois, etc. Donc, il faut se concentrer sur plus se nicher, plus personnaliser et apporter une expérience différente. Nous, par exemple, on a remarqué, parce qu'on a été consommateur aussi, tu vas chez des boîtes comme Alec Henry, tout ça, bon, bah, généralement, le personnalisé se fait avec les grosses boîtes. D'accord? Le mec qui fait 10 millions, t'inquiète pas qu'Alec Henry va être là pour t'aider. Tu fais 10K par mois, tu vas être avec ce qu'on appelle un account manager. C'est quelqu'un qui va te superviser, qui est un coach, mais qui c'est pas Alec Henry, en fait. Tu vois. Mathis Clouet, c'est pareil. Mathis Clouet, quand on close, on se dit, ah, trop bien, je vais te coacher par Mathis Clouet, il y a des coachings de groupe et tout. Bon, bah oui, c'est des coachings de groupe. Tu as un account manager, quelqu'un qui va te superviser, mais tu n'as pas Mathis Chloé avec toi. Donc, quand tu comprends ça, tu peux faire l'opposé, qui est de faire de l'ultra personnalisé. D'accord. Donc, moi, par exemple, mes clients, je suis hyper présent pour eux. Ça ne veut pas dire que je fais 10 heures de call avec eux chaque jour. D'accord? Mais je prends 1 à 2 calls par semaine avec chaque client, parfois 3 si c'est nécessaire. On a des phases de build, ce qu'on appelle, où par exemple, pendant 3 semaines, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps avec le client. Et après, c'est que du suivi. Donc, l'hyper-proximité, c'est notre manière pour nous de se vendre différemment en marketing. hmm, D'accord? je te rejoins. C'est ça. Et après, bah, si on en revient au même principe, c'est qu'est-ce qui fonctionne le mieux en ce moment? Bah, il y a beaucoup les challenges, tout ça, qui fonctionnent, ça c'est sûr. Mais c'est très épuisant. Hmm. Très, très, très épuisant. Donc, moi, je ne le recommanderais pas. Ce que je recommande, c'est vraiment les basiques, hein, les basiques intemporels. Connaître sa cible, Et lui parler. lui faire du contenu, lui parler, lui apporter de la valeur pour créer de la confiance et La et réciprocité aussi. la réciprocité, ce serait le mot, et gérer les objections et lui vendre quelque chose et lui Hmm. livrer un excellent service. C'est tout. À quel point tu considères que le service doit être, l'offre, le service, le produit doit être absolument
enfin, doit être le meilleur du marché pour que. Enfin, tu vois, quelle est l'importance du produit dans l'acquisition? Je sais Ah pas bah si tu alors la comprends réponse ma. extrêmement facile, justement, parce que j'allais rebondir avec le marketing. Votre meilleur marketing, c'est vos résultats clients, donc votre produit doit être le numéro un. Il y a Ouais. des gens qui vont vous dire la vente, la vente, la vente. Oui, moi je dis aussi beaucoup que la vente, c'est absolument essentiel, ça doit être une priorité absolue, qu'il faut savoir vendre, que c'est la compétence la plus qui vous protégera toujours contre l'inflation si vous savez vendre. Mais on oublie qu'il y a aussi la livraison client, donc un produit excellent. Et je pense que moi, ce qui me fait péter un câble, c'est quand je vois des coachings, parce que ma sœur a pris un coaching, là, par exemple, avec une pseudo-coach, j'ai vu la qualité d'accompagnement, j'ai fait waouh, c'est quelqu'un en fait qui te vend quelque chose qu'il n'a jamais fait ou qu'il a très peu fait. On parle tous d'offres irrésistibles, Ouais. d'accord? Je supporte plus ce terme, parce que la plupart des gens ne savent pas construire une offre irrésistible, et je vais vous donner l'exemple, d'accord, d'une offre Vas-y. irrésistible. Super intéressant. L'offre irrésistible, c'est comment je peux résoudre toutes les micro-tâches à la con qui empêchent mon client d'avancer avec le moins d'efforts possible. Bon, c'est ce qui est marqué dans le livre d'Alex Hormozy, globalement. Mais prenons le cas d'un coach sportif, d'accord? Parce que moi, je me fais coacher en plus sportivement en ce moment. Donc, le coach sportif, c'est le mec, l'offre parfaite. Le mec, il vient à 6 heures chez toi pour te bouger le cul et te sortir de ton lit, d'accord? Il t'a préparé tout ton plan alimentaire, il a fait tes courses, ou du moins, il est passé par un service qui t'a livré, qui te livre tes courses à 15 heures chez toi. T'as pas besoin de réfléchir à ce que tu vas manger, à préparer tes plats, à quel exercice tu dois faire. Tout est préparé pour toi. Tu as juste à aller à la salle et il est à côté de toi et il te dit vas-y, bouge-toi le cul, fais tes répétitions et tout. D'accord? Et tu passes en mode pilote automatique. Ça, c'est une offre exceptionnelle. C'est une offre irrésistible parce que toutes les micro-obstacles qui t'empêchent de passer à l'action sont déjà prévus pour toi en amont. Évidemment, pour ce type d'offre-là, tu ne vas pas payer 2000 euros. Hein. Tu Hmm. vas payer 15K au moins. Donc, bon, comment est-ce que toi, à ton échelle, tu peux faire une offre irrésistible? Ce ne sera pas la meilleure du marché, mais ça sera une offre très intéressante. Par exemple, un truc con, euh, nous, un truc qui rend irrésistible aussi notre offre, c'est que, par exemple, Cédric, tu as des calls de vente. Est-ce que toi, est-ce que tu as déjà eu un coach, toi, qui est dans tes oreillettes pendant que tu coaches, pendant que tu closes, je veux dire? Non. Bah, nous, c'est ce qu'on fait. Les Ok. 3 à 5 premiers calls de nos clients, quand ils sont bloqués à un certain chiffre d'affaires, qui sont trop débutants, d'accord? Enfin, trop débutants. Ce pas des débutants, mais ils ont un problème sur la vente, d'accord? 3 à 5 premiers calls, c'est soit Guillaume, c'est moi qui est présent dans son appel de vente. Donc, il est sur Google Meet, il me partage son écran, donc avec le son. Moi, je suis connecté sur un autre Google Meet avec lui, j'écoute son call et je lui dis en live, OK, là, pose une question là. Tiens, dis-lui ça. Tiens, la Ah creuse ouais. d'objection là, tu vois. Et généralement, c'est comme ça qu'ils font un retour sur investissement très rapidement. Le mec vendu à étiquette, il a payé par exemple 5000 euros chez nous. Bon, bah, il fait deux ventes à 2500 et c'est bon, tu vois, il est à zéro entre ce qu'il a ressorti et ce qu'il a gagné. Donc ça, c'est irrésistible parce que le client est accompagné, très peu de personnes le font, et il a juste à suivre ce qu'on lui dit dans l'appel. Hmm. Ouais, c'est Product first, comme disent les Américains. Vraiment product first, ouais. le produit trop Ouais. important. Moi, j'ai longtemps eu enfin la croyance. Je me suis longtemps dit l'acquisition, c'était la base, et en fait, jusqu'au jour où je me suis dit, attends, il faut que Produit. obsession produit, quoi. Obsession produit. Moi, Satisfaction client, quoi. et pour vous dire, hier, samedi soir, j'ai fait un anniversaire avec un pote. Je suis rentré tard. Je n'ai pas beaucoup dormi. Dimanche, de 14 heures à 19 heures, c'était produit. J'ai fait 5 heures. J'ai retourné de nouveaux modules pour notre accompagnement. J'ai créé de nouvelles ressources. Par exemple, on a remarqué que nos clients étaient des quiches en gestion de projet. Vraiment, et qu'en fait, ils en ont marre de payer Asana, ClickUp, des logiciels qui coûtent entre 300 et 600 balles par mois parce qu'il y a plein de membres sur l'espace. Et ils veulent quelque chose de simple. Et la plupart utilisent Notion. Bon, bah, j'ai créé un template Notion de gestion de projet avec toutes les automatisations et tout. Hmm. Ça m'a pris quelques heures. Je l'ai mis sur l'espace et tu as des clients qui disent ah, c'est génial, c'est exactement ce que je cherche. En plus, ça va me coûter 0 € par mois avec mon équipe. Ça va me faire des grosses économies. Bon, bah, hop, Ouais, ouais, je suis d'accord. une étape en moins pour le client à réfléchir. Il a juste à dupliquer. Il suit le tuto qui dure 10 minutes et il a sa gestion de projet. C'est super important, mais ça nécessite de se faire mal, parce que ça veut dire qu'il faut aller parler à ses clients et Tout à avoir des fait. retours qui nous plaisent pas forcément pour améliorer le produit. Ça, c'est pas Et facile ouais. aussi, hein. Ah bah moi prenons un exemple que j'ai partagé là dans une vidéo YouTube. Où j'expliquais un peu mes leçons 2024. J'ai remboursé 2 clients, d'accord? Ça m'a pas fait plaisir, hein, parce que globalement, j'ai perdu à peu près 4, oh, je sais plus, faut que je recompte, je crois, plus de 10 000 euros déjà, c'est sûr. J'ai remboursé ces personnes-là, mais le feedback que j'ai eu en retour a été, enfin, la valeur perçue était supérieure à l'argent que Ok, j'ai perdu. ok.
Donc ces erreurs que j'ai faites, parce que j'ai fait des erreurs, les clients étaient pas les bons, j'ai onboardé les mauvais clients. Donc, je les ai remboursés, ils ont eu vraiment 0 € de dépensés du coup. Ils n'ont pas été lésés. Mais moi, ce que j'ai appris comme leçon, ça m'évitera de perdre encore plus d'argent plus tard. Ouais, bien sûr. Donc, Bien sûr, bien itération sûr. sur le produit, sur l'avatar, etc. Voilà. Ouais, c'est super important. Plus que ce qu'on croit. Comment tu, comment tu, question rapide quand même, mais parce on l'a pas abordé, comment t'intègres l'IA? Alors, si tu en as pas parlé, comment t'intègres l'IA dans ton business, toi? Alors, il y a de nombreuses manières dont on intègre l'IA. La manière dont... Enfin, je vais vous donner un truc concret, d'accord? Tout le monde parle de VSL, vidéo de vente. D'accord? Écrire une VSL, une vidéo de vente, avant, par exemple, je sais pas, vous avez un tunnel, la personne réserve un rendez-vous, elle doit regarder une vidéo pour pouvoir prendre un appel avec vous. C'est très difficile de copyrighter une VSL parce que si vous la déléguez à un copywriter, vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il va comprendre votre marché et votre avatar, qu'il comprenne votre offre. Donc, généralement, vous allez vous dire, bah, je vais la faire moi-même, mais vous n'avez pas de compétences en écriture. Et essentiellement, vous allez vous dire, je vais le faire avec ChatGPT, sauf que ChatGPT, 80% du temps, il va vous faire de la merde. Donc, il faut un process déjà très précis. Et nous, on était dans un mastermind aux États-Unis, qui n'était pas très cher. Et j'ai appris quelque chose. Donc, je vais citer le mec, il s'appelle Daniel Fazio, il en a fait un contenu YouTube maintenant. Tu enregistres tes appels de vente. C'est un exemple d'utilisation d'IA très concrète. Tu prends tes appels de vente, tu fais tous les transcripts, tu exportes tous les transcripts, tu les donnes à ChatGPT ou à Claude AI, et tu lui dis, identifie-moi les objections, les questions les plus courantes dans l'ordre dans lequel elles apparaissent chronologiquement dans l'appel. Et tu vas avoir, par exemple, dans les 10 premières minutes, vous avez souvent on ne se connaît pas. Deuxième, vous allez avoir je vais réfléchir. Enfin, bref, tous les trucs. Vous prenez ça, vous en faites une vidéo de vente. Ouais, c'est bien ça. Voilà. En fait, le prospect, ça va répondre à toutes ces questions et toutes ces interrogations. Et vous allez avoir des gens beaucoup plus qualifiés. Vous allez peut-être avoir moins de calls, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah, peut-être c'est pas pour moi. Mais les gens seront beaucoup plus persuadés, c'est le terme marketing, persuadés, et vont venir avec le bon état d'esprit. Et ce sera beaucoup plus simple de les convertir parce que vous avez déjà fait un travail d'influence qui est positif et qui préfiltre les profils. Un C'est fou exemple tout. d'application de bien. C'est un super exemple, je n'avais pas pensé. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec l'IA maintenant. Ça, C'est une dinguerie. c'est dingue, ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'entrepreneuriat? C'est très simple. Apprendre et optimiser. Apprendre à optimiser? Apprendre et optimiser. Ouais, ok. C'est tout. Genre, ce qui me fait kiffer. Ce qui me fait kiffer aussi, un point très important, c'est de discuter avec des gens intelligents qui Mm. se contentent pas de la médiocrité intellectuelle ambiante. Ouais, C'est ok. très important. C'est des gens qui se remettent en question, qui lisent, qui se forment, qui ont des points de vue intéressants, parfois pas forcément d'accord avec moi d'ailleurs, euh, qui sont intéressants, qui ont des choses intéressantes à dire sur leur vie, sur leur business, sur n'importe quoi. Ça, c'est important. Mm. Ouais. Et, qu'est-ce que... euh, Putain, j'avais une question qui vient de partir là. Elle était bien en plus, elle était bien cette question. Oui, ça y est, elle revient. Euh, ce serait quoi ton idéal? Et à un moment donné, tu dis c'est bon là, j'arrête. L'idéal, il m'est déjà passé par la tête plusieurs fois, en danse et en entrepreneuriat. Que, par exemple, moi, je me suis dit il n'y a pas longtemps, bah, tiens, je resterai bien là où j'en suis, j'ai pas forcément besoin d'aller plus loin. Bon, après, au bout d'un moment, le temps nous rattrape et nous dit, oh, bah, tiens, finalement, j'ai envie de me faire kiffer d'aller plus loin. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais mon idéal, c'est d'être posé au fin fond d'une forêt, Ouais. dans ma grotte, d'accord, dans mon QG, qui est une maison, où est-ce que j'ai mon studio d'enregistrement de podcast, je peux faire venir des entrepreneurs, je peux les loger. Donc oui, on peut avoir la vision un peu en mode villa, luxueux, etc. Mais ça reste quand même un QG, un repère à talent. Ah, Un repère à un talent. incubateur quoi. Un Presque. incubateur, exactement, c'est le terme. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime les grosses voitures, donc je pense que je roulerai à vélo. D'ailleurs, j'ai même pas le permis pour ceux que ça peut faire rire, parce que j'étais trop broke pour me payer le permis, et maintenant je gagne suffisamment d'argent pour ne pas pour pas prendre la voiture et prendre un taxi, un Uber, un avion, peu importe. Donc, une vision assez simple en fait, c'est juste un lieu intellectuel où est-ce que je peux me poser, où est-ce que je gagne entre... Je suis pas un gros dépensier, c'est ça qui est le pire, même si je gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Entre 5 et 15 000 euros de salaire, c'est très, 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 très confortable. Globalement, moi, je dépense
1002 par mois, un truc, 1000, 1002, un truc comme ça, parce que je suis vraiment minimaliste, hein. Je prône le minimalisme. Et c'est tout, c'est juste kiffer en fait, être en bonne Hmm. santé, avoir des proches en bonne santé, être avec des gens intelligents. Je suis un grand joueur aussi de jeux de société, jeux d'échecs, pas d'échecs, donc jeux vidéo, jeux de société, j'y arrive. Des choses compliquées, jeux de stratégie, j'adore, ça me stimule intellectuellement. Donc l'idéal, c'est d'être constamment stimulé intellectuellement et d'être dans un environnement propice à ça. Voilà. Ça se ressent, ça s'entend et ça se ressent, Ouais. cette recherche de stimulation intellectuelle. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes garçons qui étaient introvertis et qui n'avaient pas confiance en lui? Alors, c'est marrant parce que j'ai fait l'exercice avec ma psy à l'époque. Je suis pas Euh, psy, hein. ouais, non, mais c'est rigolo. Euh, Bah, que ça va très bien se passer parce qu'il a toutes les cartes en main pour réussir et qu'il faut juste qu'il se laisse le temps, donc ça va venir avec le temps. C'est aussi simple que ça. Et qu'il se contente pas de la médiocrité et qu'il se pousse à évoluer chaque jour. T'aimerais qu'on Donc, te dise quoi de toi quand tu seras plus là? euh, que je sortais tout le temps des conneries que je faisais avec tout le monde, ça c'est sûr déjà. Parce que c'est déjà le cas plus ou moins. Euh, non, que c'était quelqu'un d'ambitieux qui a pu inspirer des gens autour de lui à avancer aussi, parce que c'est ce qu'on me partage souvent. On me dit, ah bah tiens, tu m'as aidé, tiens, tel truc que tu m'as dit la dernière fois, ça m'a aidé à faire ça. Bon, bah si ça a aidé des gens, tant mieux, quoi. Donc, Ça me va bien ça. Et si tu avais un mhm. conseil lecture à nous donner? Alors, ça dépend, entrepreneuriat ou perso? Les deux. Les deux. Alors, ouf, il va falloir que je choisisse parmi un sacré paquet de livres, hein. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, déjà, j'ai commencé par l'entrepreneuriat. Il y a tellement de livres. Moi, il y en a un qui m'a bien aidé à l'époque pour des gens, ce sera peut-être plus pour ta cible. Si vous devez prospecter ou si vous avez besoin d'apprendre à connecter plus avec des humains, il y a un livre auquel je reviens tout le temps, bah, qui est en anglais malheureusement, c'est Fanatical Prospecting de Joseph Blunt, donc qui est très axé commercial, mais qui, moi, m'a mis dans une attitude d'aller connecter avec des gens. Ça parlera peut-être, ce livre, il parlera peut-être à personne, mais en tout cas pour moi, il me parle. Pour la partie perso, bah, bien évidemment, Les 5 blessures de Lise Bourbeau, euh, un classique que tout le monde devrait lire, que je fais lire des fois à certains de mes clients. Sinon, tout ce qui est en rapport avec le typage de personnalité, type Please Understand Me, donc le un et le 2 qui sont des livres qui, je crois, sont traduits, qui parlent de typage de personnalité. Et quand vous allez lire le chapitre sur votre typage à vous, vous allez vraiment débloquer à quel point c'est précis. Et je pense que ça fait partie du 20-80 parce que si on se connaît mieux, si on connaît mieux les autres, tout est beaucoup plus simple. Moi, par exemple, je sais que je signe tout le temps le même type de client. C'est toujours les mêmes profils qui reviennent. Hmm. Tout le temps les mêmes profils de personnalité. C'est beaucoup plus simple du coup. T'es quoi en MBTI? Non, t'as peut-être pas Ah, les lettres? Si, t'as les lettres? si, si, si. Par exemple, des ISTP. Ah oui, ok. Ça me J'ai surprend pas. beaucoup d'ISTP, j'ai beaucoup d'INFJ, j'ai beaucoup d'INFP. Voilà. Bon, ça peut paraître un peu abstrait pour les gens qui vont écouter, mais vous pouvez regarder sur Internet, il y a aussi d'autres profils que je signe. Et par exemple, ceux qui sont systématiquement en échec ou qui ont plus de mal à avoir les résultats, c'est toujours les mêmes. Par exemple, les ENTP, chez moi, je sens que c'est des gens, il faut que je sois 10 fois plus présent pour eux. Et que je leur botte le cul tous les jours. Je sais qu'ils vont galérer, quoi. Je suis pas loin d'être cela, tu sais. Ouais, ça serait rigolo de connaître Ouais, je ton suis style de personnalité. EN, déjà ça c'est sûr. Ah, t'es un EN, là. Ouais, après ça a bougé à l'époque, moi quand je l'avais fait, je crois que la dernière lettre c'était J ou, enfin je sais plus, peu importe. ENFJ, peut-être, non? Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais je suis Ouais, passé, enfin c'est vieux tout ça pour moi, c'est rigolo. mais c'est marrant, c'est très aligné que tu dises que toi c'est plutôt les ISTP que t'attires. Toi tu dois être un IS quelque part toi aussi, et Alors, pas forcément. Alors, moi, pas forcément. je suis de Mais base. t'as une sensibilité quand même, et t'es quand même quelqu'un de C'est ça. conceptuel malgré tout. C'est ça. Bah, ça, vous pouvez vous renseigner sur les styles de personnalité. Mais moi, de base, je suis quelqu'un qui est INFP. Donc, de base, c'est le mec ultra bordélique, hyper émotionnel, mais qui a fait un énorme travail. Et en fait, quand on lit les livres, on comprend qu'on a une personnalité de base qui nous est héritée soit de la famille, soit de nos hormones, etc. Et qu'après, on développe des branches qui sont très souvent opposées. Donc, moi, quand on me retype actuellement, il y a deux personnalités qui ressortent. C'est ISTP, Hmm. d'accord, et ESTJ. Donc, ESTJ, c'est le mec chef d'entreprise, ultra processé, ultra structuré. Bon, bah là, on est dedans, quoi. Donc, Hmm. ça, c'est rigolo. Super intéressant. Kevin, merci beaucoup pour ta présence, tes échanges, ta sincérité, ta capacité à allier à la fois le,
le I et le E, le S et le N. Autrement dit, ta capacité à aller dans le détail, dans la précision, dans le processus, et en même temps à t'extraire un petit peu en méta, ce que j'appelle en métacognition, pour comprendre ce qui se joue en toi et ce qui se joue dans les process. C'est hyper pertinent et hyper riche. J'ai beaucoup aimé cet échange. J'espère que toi aussi d'ailleurs. Partagé Donc, à fond. merci pour tout ça. 100%. Je vais te donner le mot de la fin, Kevin. Le mot de la fin. Alors, par rapport à quoi spécifiquement? Le mot de la fin, tu me dis le mot de la fin de cet échange, tu dis ce que tu veux. Soit tu t'adresses aux auditeurs, soit si tu veux donner Ok. tu sais, comment on dit, Une maxime de fin. Ouais, voilà, exactement, je Voilà. Ok. cherchais le mot. Bah, ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'il faut que vous trouviez le 20-80 qui vous apporte le plus d'argent et qui vous fait kiffer en travaillant le moins possible et en gardant la santé. Voilà. Top. C'est la vision d'un feignant productif. Je suis un gros feignant, donc ça me parle bien. Parfait. Le feignant productif, c'est vraiment le meilleur état d'esprit parce que vous générez beaucoup de résultats en vous concentrant sur le 20-80, donc Et ça, c'est essentiel. Pareto, c'est la base. Merci, Kevin. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te contacter? Bah écoutez, ça dépend. Moi, je vous conseille de m'écrire sur Instagram parce que c'est moi qui gère le compte. Sinon, sur Facebook, LinkedIn, YouTube, enfin, on peut me voir sur toutes les plateformes. J'ai plusieurs comptes, comme je partageais. Donc, parfois, si vous m'écrivez, ça peut être un commercial qui peut très bien gérer le compte ou on est une assistante. Par contre, si vous m'écrivez sur Insta, c'est moi qui réponds. Donc, Insta, ouais, faut checker. Merci, Kevin, et merci à tous. J'espère que vous avez pris du plaisir. Dites-le moi, écrivez à Kevin, allez voir son profil MBTI si vous voulez. Et à très vite. Salut, Kevin, merci. Allez, merci Cédric.